Cette conférence, c'est d'avoir plusieurs angles de vue de différents acteurs de ce sujet. Donc les opérateurs de réseau, des acteurs qui travaillent sur ces sujets, des opérateurs de projets de stockage. Voilà, travailler le stockage dans tous ces états pour étudier quelles sont les réflexions, les actions que Smile pourrait porter demain sur ces sujets-là, à court terme ou moyen terme. Je vais tout de suite laisser la parole à Baptiste Ménard, qui s'est présenté tout à l'heure, mais qui pourra se représenter, qui va introduire ce sujet. Bonjour à tous. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Mathieu de me permettre de présenter, d'intervenir à cette Assemblée Générale et pour cette conférence sur le sujet de flexibilité qui me tient à cœur, parce que je travaille dessus depuis maintenant quelques années. Et donc aujourd'hui, on va discuter du stockage de l'électricité. Je pense que je vais essayer de dresser le cadre global dans lequel il s'inscrit. Donc je travaille notamment à la direction économique du système électrique de RTE, dans lequel on essaye de comprendre les évolutions du système énergétique. Et donc on aura l'occasion d'en rediscuter. Donc pour savoir à quelle sauce vous allez être mangé, ou je vais être mangé, je ne sais pas. Tout d'abord, on va commencer par décrire finalement le stockage comme un des moyens de flexibilité, expliquer comment est-ce qu'il fait lien entre production et consommation. Ensuite, on regardera peut-être un cas d'usage sur comment ça se valorise en stockage, parce que la valorisation représente finalement le service qu'un stockage peut rendre au système. Et finalement, en dernier, on regardera les évolutions futures. Comment est-ce qu'aujourd'hui, à RTE, au niveau national, on essaye de planifier l'intégration du stockage dans le système électrique de demain. Et donc, sans transition, typiquement, je vais essayer de résumer dans les grandes lignes les travaux qu'on fait aujourd'hui à RTE. Dans un objectif de neutralité carbone, on a publié il y a 2 ans les futurs énergétiques, dans lequel on essaye finalement d'atteindre cette neutralité carbone. Ça passe par différents chemins. Et finalement, il y a 2 leviers principaux. Une réduction de la consommation, aujourd'hui 1600 TWh d'énergie consommée, pas seulement électrique, c'est électricité et combustibles fossiles. Et en 2050, 930 TWh. Donc il y a une part d'électricité qui est bien plus importante. Et donc ces 2 leviers, finalement, on a essayé de décliner l'atteinte de ces objectifs en 2030 et en 2035, donc dans la publication récente du bilan prévisionnel. Et pour essayer justement de voir quelles étapes clés il faut passer en 2030 et 2035 pour respecter les objectifs climatiques imposés par les objectifs européens. Finalement, en 2035, les besoins en électricité augmentent, la part d'électricité augmente dans le mix énergétique, portée par l'évolution dans les transports, dans le tertiaire, dans le résidentiel, dans l'industrie. On est sur des consommations qui sont de l'ordre de 600 TWh dans les scénarios d'atteinte des objectifs. Pour les atteindre, 4 leviers essentiels. On parle de consommation d'électricité. Les leviers sur la consommation, c'est l'efficacité énergétique. Pour le même service rendu, vous utilisez moins d'énergie, moins d'électricité. Et la sobriété, pour réduire structurellement votre consommation. Sur la production, on a un enjeu de développer le productible électrique. On augmente la consommation, à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose en face. Il faut en parallèle prolonger les réacteurs nucléaires et maximiser le productible au maximum, et finalement accélérer le rythme de développement des renouvelables. Si on abandonne, donc un des messages clés finalement des travaux que je vais te donner, c'est que si on abandonne d'ores et déjà un des leviers, on n'atteindra pas les objectifs. Après, on peut pondérer chacun des objectifs en fonction à l'appréciation des pouvoirs publics, mais on ne peut renoncer à aucun de ces leviers. Donc, pour essayer justement de faire le lien avec les flexibilités, et puis plus précisément le stockage, je propose, j'ai des slides avec des termes un peu techniques, etc. Je ne sais pas si la présentation ne soit pas forcément ésotérique, je vous propose justement de faire une analogie entre le système électrique et finalement une balance. Typiquement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement du système électrique, on a parlé de production, on a parlé de consommation.
il faut s'imaginer que l'équilibre d'un système électrique, il repose sur des gens qui vont produire de l'électricité. On peut imaginer des gens, je ne sais pas, qui fournissent une denrée alimentaire, une pomme, n'importe quoi, qui vient dans une assiette de la balance. Et puis de l'autre côté, des consommateurs, donc des gens qui veulent absolument consommer cette denrée alimentaire. Je ne sais pas, ça peut être des pommes, ça peut être je sais pas, des galettes au sarrasin, tout ce qu'on veut. Et donc toujours est-il qu'il faut que ces deux assiettes elles soient à peu près au même niveau à chaque instant. Et donc il faut s'imaginer que lorsque vous développez du productible ENR qui est par nature intermittent, par nature variable, et bien parfois vous allez avoir des variations de production. Et puis du coup la consommation, le déséquilibre se fait. Et puis ce qu'il faut s'imaginer, c'est que la balance, elle est dévissée. Donc si vous avez un déséquilibre qui est trop grand, patatras, tout s'effondre dans cette plaque. On n'en arrive pas jusque-là. Mais dans l'idée, c'est pour comprendre comment ça marche, ça peut être une bonne analogie. Aujourd'hui, les flexibilités, elles permettent de faire le lien entre ce poids qu'on met dans la balance, ces différents poids qu'on met dans les deux assiettes de la balance. Et typiquement, aujourd'hui, les différentes possibilités, ça va être typiquement de placer intelligemment la demande d'électricité. Donc vous allez avoir reporter votre besoin de manger votre pomme ou votre galette au sarrasin à plus tard, ou alors de ne pas manger votre pomme ou votre galette au sarrasin. Donc ça, ce qui est dans ce cas-là l'effacement. Donc en termes un peu plus techniques, historiquement, on avait déployé les ballons d'eau chaude, on avait commencé la recharge à 22 heures pour faire éviter de moduler les réacteurs nucléaires. On a des incitations tarifaires historiques, type heure pleine, heure creuse, et puis des effacements industriels. Un autre moyen de rendre le politique renouvelable un peu plus système friendly, c'est finalement, et qui sera thème de l'intervention, c'est de convertir et de stocker l'électricité. Typiquement, le poids que vous avez, vous le transformez sur l'assiette de production, vous le transformez et puis vous le reportez à plus tard. Et ce qui permet finalement d'être en cohérence, de mettre la production et la consommation en cohérence. Donc aujourd'hui, on peut stocker l'électricité sous forme d'énergie potentielle. Donc c'est les stations de transfert d'énergie par pompage. Vous avez deux lacs, vous transférez de l'eau d'un lac à l'autre. Et puis quand vous les laissez tomber, vous produisez l'électricité. Et les batteries, donc qui est du stockage électrochimique. Donc aujourd'hui, on a à peu près 800 MW qui sont raccordés sur les réseaux de transport et de distribution. Et un dernier moyen de flexibilité, finalement, c'est solliciter de la production thermique. Ça, c'est de la production que vous pouvez solliciter quand vous voulez, parce que vous reposez sur du charbon, du gaz ou une autre. Aujourd'hui, du coup, vous reposez sur du charbon, du gaz ou du fioul. Et donc, vous pouvez le solliciter quand vous voulez. Du charbon, pas trop quand même. Plus trop. Il en reste un petit peu. Et finalement, aujourd'hui, nous, on a essayé de regarder ce qui se passait avec les flexibilités disponibles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à horizon 2030 et ces flexibilités qui sont aujourd'hui développées, elles ne suffisent pas à assurer l'équilibre optimal. Et donc, on est dans une dynamique d'essayer de comprendre finalement quels sont les leviers d'action qu'on a pour assurer la sécurité de l'approvisionnement. Donc, un des premiers leviers, c'est adapter, développer les flexibilités de consommation qu'on a aujourd'hui actuellement, essayer de placer intelligemment la recharge des véhicules électriques. Peut-être que deux intervenants plus tard auront le temps de développer cet aspect-là, de mieux placer la consommation dans le tertiaire, dans le résidentiel, aussi potentiellement chez les industriels. Et ça nécessite finalement de déployer des équipements connectés et de penser dès aujourd'hui pour pouvoir dans quelques années avoir un système de pilotage efficace et mature. Il y a une autre notion finalement qu'il va falloir revoir, c'est la notion d'heure creuse. Aujourd'hui, les tarifs heure pleine, heure creuse, sur les heures où l'électricité ne coûte pas cher, vous êtes incité à consommer. L'arrivée typiquement du photovoltaïque va rebattre les cartes de ces heures-là, et donc il va falloir continuellement les adapter. Sur la conversion et le stockage d'électricité, il faut continuer
à développer les technologies qui sont aujourd'hui à l'état de l'art. Les batteries, les steps, après il y a toujours des contraintes de développement, et bien sûr d'autres technologies plus prometteuses, donc typiquement du stockage sous forme de molécules d'hydrogène ou de chaleur, typiquement de chaleur pour l'industrie. Déjà pour usage final, donc vous stockez typiquement de l'hydrogène et puis vous l'utilisez ensuite sous forme d'hydrogène. Et puis il peut y avoir aussi besoin de le réinjecter sur le système électrique après conversion. Donc aujourd'hui, il y a finalement assez peu de solutions de nature qui existent. Et on avait identifié dans la future énergétique 2050 que les opportunités apparaissent après 2050. Un autre moyen, c'est de reconvertir les moyens de production thermique. Arrivant en fin de vie, et puis vous les reconvertissez typiquement avec de la biomasse, du biofuel, etc. Donc ça peut être aussi un autre levier d'action. Et donc finalement, la question qu'on se pose, c'est quelle place est-ce qu'on réserve au stockage à horizon 2030 ? Donc on a fait beaucoup d'analyses de sensibilité sur les différentes possibilités. Et pour assurer finalement la sécurité d'approvisionnement, donc cet équilibre un peu global, s'imaginer que c'est sur un an, on regarde ce qui se passe, est-ce que la situation est critique ou non. On doit finalement répondre à deux types de besoins. On a des besoins qui sont très courts, qui sont liés finalement à des déficits de production sur des périodes qui sont de l'ordre de quelques heures, le matin, le soir, pendant les périodes de grande consommation. Typiquement, quand le commun des mortels rentre, vous et moi, on rentre chez nous le soir, on allume le plat pour cuisiner, on allume notre chauffage en hiver, ou le matin quand on se lève. Et sur ces besoins-là, il y a une très forte concurrence qui est anticipée, typiquement entre les batteries, les flexibilités de la consommation, les flexibilités des véhicules électriques. Finalement, ça permet de déplacer de l'énergie sur des périodes de temps assez courtes. Et c'est finalement plus facile, en revanche, sur des besoins plus longs. Il faut s'imaginer, en 2030-2035, vous avez une pénétration des énergies renouvelables, notamment de l'éolien, des parcs offshore éoliens qui est beaucoup plus forte. Vous vous retrouvez parfois dans des périodes de vagues de froid, donc une consommation électrique très forte, une production éolienne qui est très faible, et ce qui peut durer plusieurs jours. Donc dans ces cas-là, votre batterie, elle ne va pas forcément pouvoir stocker pendant tout ce temps-là. Donc par contre, on est même sur des périodes qui peuvent aller jusqu'à la semaine. Et donc ça va plutôt nécessiter des moyens pilotables, donc comme le thermique. Et donc les différentes analyses qu'on a fait, c'est qu'on a regardé sur ces différents bouquets qu'est-ce qui se passait, les flexibilités de consommation, les capacités de batterie installées, le thermique. On a retenu dans la référence une capacité installée de batterie de 6 gigawatts, de 3 gigawatts de thermique, de reconversion thermique. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on peut ne pas avoir besoin de batterie dans différentes configurations. Typiquement, s'il y a un peu plus de capacité thermique installée, s'il y a une contribution significative des interconnexions, donc ce que vous voyez en bleu. Et puis aussi dans le cas d'une disponibilité très élevée du nucléaire, ou alors d'un effort de sobriété important. Peut-être pour précision, il faut se rendre compte que le service rendu par une capacité pilotable et puis une batterie n'est pas du tout le même. Typiquement, on peut le voir sur ce petit encadré, quand on vend 1 gigawatt de thermique qui permet justement de pallier à ces besoins longs, de plusieurs jours, de l'ordre de la semaine, parfois, pour pallier à ce besoin-là, il faut installer on peut avoir une alternative en batterie, mais qui demande du coup d'installer des capacités très très importantes. Donc on voit 1 gigawatt égale 80 gigawatts de batterie, donc là on se posait la question. Donc après ce bref panorama, je vous propose de regarder un cas d'usage pour comprendre comment se valorise un actif de stockage. Un actif de stockage aujourd'hui, il peut valoriser sa capacité justement à injecter ou soutirer du réseau électrique. Aujourd'hui, les batteries, elles se réunissent sur ce qu'on appelle des services systèmes. Donc il y a un concept qui a un mécanisme qui permet d'assurer l'équilibre offre-demande, donc vos deux assiettes de la balance. Au final, il va y avoir des toutes petites fluctuations, et des toutes petites fluctuations qui ont besoin finalement d'être compensées par d'autres actifs. Typiquement, vous comme moi, on allume notre lumière, on éteint notre lumière, il y a une baisse subite devant, il faut compenser ces petites variations. Les batteries aujourd'hui se rémunèrent sur ce mécanisme à hauteur de 60%. Elles se rémunèrent aussi sur le mécanisme de capacité,
qui a lui pour but d'assurer la disponibilité d'électricité sur des horizons de temps plus longs, sur un certain nombre de jours de l'heure de 25. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un engouement de la capacité certifiée de batterie sur la réserve primaire. Il y en a à peu près 600 MW de certifiés, triplement par rapport à 2021, par rapport à un besoin qui est de 500 MW. Et donc ça, en plus, finalement, de la potentielle arrivée d'autres mécanismes, sur d'autres flexibilités sur ce mécanisme, de véhicules électriques, potentiellement d'électrolyseurs, de nouvelles consommations d'électricité. On sent bien qu'il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde et que aujourd'hui, si elles se rémunèrent, les rémunérations ne sont peut-être pas forcément adaptées. On a un besoin de marché on a aussi certaines batteries qui commencent à se certifier sur réserve secondaire, donc avec un besoin entre 500 et 1000 MW, donc besoin total d'à peu près 1500 MW. Est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Est-ce que les rémunérations seront pérennes dans le temps? Peut-être un cas d'usage sur les batteries, j'ai pas regardé à combien de temps je suis. J'ai déjà commencé mon temps. Je vais passer très rapidement sur typiquement l'énergie. J'ai un petit délai de 2 minutes ou pas? Non. Okay. D'accord. 1 minute, pas très bien. Du coup, typiquement, pour aller très vite, les écrêtements ENR, je vous ai mis très rapidement la valorisation. Vous avez du productible ici éolien qui est écrété au 1er mars. Et puis finalement, c'est de l'énergie que vous pouvez valoriser quand il y en a beaucoup, les prix sont peu chers, et puis vous le valorisez le soir lors de la pointe un peu plus cher. Donc c'est aussi un moyen de se valoriser. Et la fréquence de ce genre d'événement est aujourd'hui en hausse, mais elle dépend de beaucoup d'autres paramètres. Très rapidement, les batteries aujourd'hui, elles sont aussi, pourraient aussi potentiellement gérer des congestions réseau. Vous avez du productible ENR qui évacue ce productible sur une ligne. Il faut parfois l'écréter. Donc on a des mécanismes, typiquement l'appel d'offres flexibilité, qui essaie d'expérimenter l'utilisation de ces batteries. Puis finalement, quelles évolutions futures? Là, je grappille du temps, mais très rapidement, on essaye RTE essaye aujourd'hui de comprendre dans quelle mesure les flexibilités, les trésors batteries flexiblement s'intègrent dans le paysage énergétique, comment est-ce que on peut l'adapter, quel levier d'optimisation ça peut représenter. Et pour cela, on travaille l'évolution du cadre de raccordement qui peut être parfois compliqué, parce que les batteries, typiquement un actif comme les batteries, elles se valorisent sur tout plein de différents de mécanismes différents, donc c'est très compliqué d'anticiper la manière dont elle va se tirer. Et donc ces questions, elles seront instruites dans le SDDR en détail, et consultations publiques de groupe pour lesquelles je vous invite à les répondre si d'aventure vous auriez quelques informations qui puissent être utiles. Donc je vais m'arrêter là, j'ai pris un peu de temps, et puis juste pour finir, la déclinaison du schéma directeur, à quoi ça sert finalement, qui est le plan de programme de la trajectoire long terme de RTE pour développer l'infrastructure en accord avec les besoins d'électrification pour l'atteinte des objectifs climatiques. Donc je vous remercie pour votre attention. Et j'ai un peu dépassé. Merci. L'exercice est effectivement difficile. C'est un panorama général en 15 minutes. En tout cas, le panorama est dressé, des perspectives ouvertes sur le schéma directeur de développement du réseau qui sont intéressantes effectivement à suivre. J'invite tout de suite Vincent Lally de l'AT2E, du club de stockage, qui va nous évoquer des cas d'usage particuliers qu'ils ont explorés, moulinés dans leurs travaux. Merci. Je vais essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. La T2E, je ne vais pas trop vous le présenter, du coup, si vous avez des questions, on va discuter un petit peu plus tard. Moi, je vais vous parler des recommandations du rapport PEPS5 qui a été publié fin 2022. C'est le 5e volet de la série PEPS. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler globalement du rapport, en quoi il consiste. Je vais vous présenter un petit panorama des cas étudiés, mais vraiment en 30 petites secondes. Et par la suite, je vais vous parler d'une méthodologie qui a été utilisée pour les cas d'usage du stockage complet de l'autoconsommation et du stockage face à une demande industrielle. Donc voilà, les méthodologies elles peuvent varier en fait en fonction des cas d'usage, mais pour ces deux cas, c'est la même chose. Donc on est du temps ancien, on va dire. Donc, l'étude PEP5, comme je vous l'ai dit, publiée fin 2022, elle a pour objectif de quantifier l'intérêt économique pour la collectivité des technologies de stockage aux environs 2030 et 2050. On va voir en fait dans cette présentation qu'on va être beaucoup plus sur
scénario 2030. Et donc l'analyse focalise sur 15 cas d'études qui étaient jugés pertinents pour des filières du stockage électrique thermique et power to X. Donc voici le panorama des solutions. Donc on voit sur la partie stockage électrique, il y a quand même beaucoup de cas d'usage. On va de la partie stockage centralisé à la mobilité en passant par la ZED. Pour le stockage thermique, on parle de chaleur, de froid dans la filière industrielle, pour des réseaux de chaleur, pour des réseaux de froid. Et sur la partie Power to X, on va parler un petit peu d'hydrogène ou de méthanation. Excusez-moi. Donc la méthodologie qui est suivie ici, l'objectif c'est de se projeter sur les scénarios futurs mix énergétiques du RTE. On a pris 3 scénarios pour 2030 et 3 scénarios pour 2050. L'approche de cette étude elle est faite de façon marginale. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce qu'il y a un intérêt économique pour ces solutions de stockage en prenant en compte des valeurs d'arbitrage et capacitaires. C'est important de noter qu'on ne prend pas en compte toutes les valeurs qui peuvent être apportées, notamment les valeurs réseau, que NDIC-RTE pourrait vous en parler, parce que c'est dur de le généraliser au niveau du pays, c'est plutôt quelque chose qui se voit au niveau local. Et après, on va parler du coup des potentielles émissions de carbone évitées grâce à ces solutions de stockage. Donc pour commencer, premier cas d'usage, c'est le cas d'usage d'autoconsommation individuelle. Donc on est sur un cas où il n'est pas possible de soutirer et de réinjecter du réseau. Donc, je parle bien de la batterie. On est sur un cas complet avec une installation photovoltaïque. Le photovoltaïque peut lui injecter sur le réseau. Donc on considère que la batterie est consommée chaque jour, elle est utilisée tout au long de l'année et on est sur une batterie de durée 2 heures. C'est important à prendre en compte aussi parce que par exemple les batteries de durée 4 heures coûtent quand même plus cher. Donc globalement, qu'est-ce qu'on regarde sur cette figure? On voit en bleu c'est la valeur qu'apporte la solution de stockage et on la compare du coup à une fourchette basse et une fourchette haute des coûts de la batterie aux horizons 2030 et 2050. Ce qu'on en déduit, c'est que ce soit en 2030 ou en 2050, les coûts sont de l'ordre de 10 fois supérieurs à la valeur qu'elle apporte. Donc il n'y a pas de réel intérêt économique aujourd'hui en tout cas pour réaliser de l'autoconsommation individuelle couplée avec du stockage. Alors voilà, comme je l'ai dit, il y a des possibles cas particuliers au niveau local qui sont étudiés parce qu'il n'y a pas de prise en compte de la valeur réseau ici. Sur la partie émissions carbone, on voit donc pour la partie émissions carbone, je précise, on ne verra que sur des scénarios à horizon 2030. Donc, sur la partie émissions carbone, en pointillé, vous avez les émissions carbone de la fabrication de la solution de stockage batterie. Elle est comparée du coup avec les émissions qui permettent d'éviter pour les 3 scénarios de 2030. Donc il y a une pertinence pour les réseaux références et plus 3 gigawatts nucléaires, tout simplement parce que dans ces scénarios, on considère que les centrales qui permettent de répondre à la demande des pointes d'électricité, c'est des centrales à charbon. Là où dans le scénario prix élevé, c'est des centrales à gaz. Le charbon étant plus émissif que le gaz, on obtient ce résultat. Donc voilà, horizon 2030, il y a une pertinence économique, une pertinence écologique pour utiliser de l'autoconsommation individuelle sans réinjection ni soutirage du réseau. On passe maintenant du coup à l'autoconsommation collective. Alors les hypothèses de ce cas d'étude, il n'y a toujours pas de réinjection sur les réseaux qui provient de la batterie, parce que dans ce cas-là, on considère même qu'on est sur du stockage centralisé. Je crois que c'est Neoen qui va en parler tout à l'heure. Il y a une possibilité par contre cette fois-ci d'acheter sur le réseau dans les moments optimum. L'idée c'est qu'on est sur du plus gros volume, donc on considère que dans un cas d'autoconsommation collective, on a une ouverture au marché qui est plus facile. Dans ce cas étudié, la batterie elle est d'une durée 4 heures. Je le précise aussi parce que c'est plus coûteux qu'une batterie 2 heures. Ça c'est un petit schéma du fonctionnement de quand la batterie soutient et injecte sur le réseau, qui est tiré d'études. Je ne vais pas en parler. Voilà, donc même schéma, comparer la pertinence économique ou non. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'il n'y a globalement toujours pas de pertinence économique. Par contre, c'est quand même beaucoup plus intéressant que dans les cas d'autoconsommation individuelle. Il y a une pertinence économique sur le scénario prélevé, tout simplement parce que dans ce scénario, l'électricité aura tendance à avoir des prix beaucoup plus élevés que dans les autres. Ce qui peut être noté, ce qui peut être intéressant pour cette collectivité, c'est que le taux d'autoconsommation de la centrale photovoltaïque passe de 68 à 84%. Donc
Donc c'est vrai que quand on parle d'indépendance, ça peut quand même être intéressant pour la collectivité. On protège une partie de son achat d'électricité via cette situation. Donc voilà, la conclusion qui était dans cette étude, c'est on ne doit pas considérer le stockage couplé à l'autoconsommation sans réinjection sur le réseau. Cette installation ne doit pas être motivée uniquement pour un intérêt économique. Je reprécise dans ce cas-là que c'est toujours sans prendre en compte l'aspect de valeur réseau. Dans certains cas, ça peut être quand même intéressant économiquement d'avoir ce cas d'usage. Alors là, c'est un peu plus fastidieux, j'en suis désolé, mais le calcul d'émissions CO2 évitées n'était pas étudié dans ce rapport. Et du coup, il est précisé qu'il est compris entre le cas d'étude d'autoconsommation individuelle et celui du cas d'une batterie centralisée de durée 4 heures. J'ai été chercher la batterie, la figure 5 ici, qui représente les émissions limitées pour une batterie centralisée de durée 4 heures. Alors, sur ce cas-là, on voit que, quoi qu'il arrive, il y a un intérêt écologique. Il y a moins d'émissions à la construction de la batterie lithium-ion et moins de CO2 que ce qu'elle permet de valoriser en aval. Du coup, pour l'autoconsommation collective, il y a un intérêt, je ne sais pas si je parle dans le micro depuis tout à l'heure, parce que c'est en 2 mètres, je ne m'entends pas super bien. Donc, il y a dans le cas du stockage centralisé, il y a un intérêt sur les émissions de CO2 qui peuvent être évitées. Donc voilà, si on compare au cas individuel, c'est un petit peu moins facile à voir. Donc globalement, on peut estimer qu'il y a un intérêt quand même dans ce cas de scénario, surtout dans le cas du scénario de référence plus 3 gigawatts de nucléaire. J'essaye d'aller vite. Maintenant, on va parler du stockage face à une demande industrielle. C'est vrai qu'on voulait aborder un petit peu la partie thermique pour cette présentation. Donc le cas est le suivant. L'idée, c'est de soutirer de l'électricité du réseau, la convertir en chaleur et la stocker pour un usage dans le secteur industriel. Donc les cas étudiés ici, on est sur un stockage air solide et la façon dont est convertie l'énergie, c'est grâce à une résistance électrique haute température. Donc en fait, l'idée de ce scénario, je vais revenir en arrière rapidement, c'est d'avoir un gain sur soutirer de l'électricité quand l'électricité est peu coûteuse et la stocker dans la batterie, mais aussi essayer d'avoir une résistance électrique, une capacité plus faible pour gagner des coûts aussi sur cet aspect. Du coup, ce qu'on a dans ce tableau, c'est le rapport entre les coûts, les gains économiques grâce à la solution comparés au coût de la solution. Donc en fait, si le rapport est supérieur à 1, c'est qu'il y a un intérêt économique. Donc dans tous les scénarios ici, on voit qu'il y a un intérêt économique. On le voit donc, au niveau des scénarios 2050 un peu moins parce qu'on est censé avoir atteint une neutralité carbone et les prix de l'énergie sont censés être plus faibles, excepté dans le scénario M1 parce qu'il dépend essentiellement du photovoltaïque qui a une volatilité des prix assez élevée. Voilà, pour la collectivité, il y a un intérêt économique dans ce cas typique. On ne prend pas en compte du coup non plus la valeur réseau, donc on pourrait encore plus grossir, on va dire, ce rapport. Et sur la partie émissions, là c'est un petit peu différent. On ne va pas prendre en compte les émissions des actifs de production et de stockage. Donc ici, la résistance électrique et la solution de stockage ne sont pas prises en compte. On prend juste en compte les émissions émittées sur la consommation d'électricité. Ce qu'on voit, c'est que dans le scénario le plus intéressant, c'est celui à plus 3 gigawatts de nucléaire, où on peut potentiellement, sur 6 000 tonnes de CO2 émis par an, en éviter 40 000 tonnes. Donc, sur les 3 scénarios en 2030, il y a un intérêt ici. Par contre, pour une vraie pertinence, c'est quand même plus intéressant de comparer en prenant en compte les émissions évitées avec une capacité plus faible de résistance électrique et en rajoutant les émissions dues à la technologie de stockage thermique. Sur le stockage de froid, c'est le même principe mais avec un stockage de froid. Donc ici, l'exemple qui est pris, c'est celui d'un matériau à changement de phase moins 2 degrés et le convertisseur d'énergie, c'est un pompe froid à compression électrique. Donc le même cas d'usage, et dans du froid.
Et ce qu'on remarque, je viens de remarquer que j'ai oublié de préciser quelque chose, mais c'est pas grave, je reviendrai en arrière. Ici, on a une homogénéité des rapports, tout simplement parce que, en fait, ici, le gain économique, il dépend essentiellement du fait qu'on va mettre moins de capacité de groupe froid. Les gains, ils ne sont pas faits sur la partie arbitrage de on achète l'électricité au moment où ça vaut plus le coup. Ils sont faits sur le fait qu'on va mettre moins de groupe froid grâce à la solution de stockage. Du coup, toute cette homogénéité qu'on a. Et je précise du coup, dans ce cas-là, ici, les gains, ils sont faits essentiellement sur l'arbitrage. On achète l'électricité quand c'est plus intéressant. C'est pour ça qu'on a cette variabilité des rapports, ce qui n'est pas le cas ici. Du coup, également une pertinence au niveau économique dans ce cas d'usage. Et pour aller sur la partie émission CO2, je vous demanderai de ne pas regarder la partie froid 750 kW parce que je n'aurai pas le temps de l'énumérer dans cette présentation. Mais on voit qu'il y a également des émissions qui peuvent être évitées sans prendre en compte bien sûr les émissions de construction du groupe froid et de la solution de stockage. Et pour le scénario le plus intéressant, c'est une fois de plus le scénario plus 3 GW de nucléaire qui permettrait d'éviter 7000 tonnes de CO2 par an pour des émissions initiales de 200 000 tonnes. Du coup, on a intérêt aussi une pertinence, on va dire, sur cette partie émissions de CO2 évitées. J'ai été rapide, j'arrive bientôt du coup à la fin de ma présentation. Juste pour vous donner quand même quelques c'est pas mon point de vue personnel, mais c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que cette étude a quand même été réalisée en 2022, et il y a une variation des prix depuis. Cet aspect local, il faut le souligner aussi. Prendre en compte juste les valeurs d'arbitrage et de capacité, c'est intéressant, mais il y a un aspect local à prendre en compte, c'est juste pas possible de l'évaluer dans cette étude. Donc il ne faut pas prendre ces résultats forcément comme acquis. Il y a quand même c'est quand même généralisé, c'est pas toujours le cas sur le terrain. Et j'avais un autre aspect, je crois que je voulais souligner, c'était et au niveau aussi de l'autoconsommation individuelle, surtout pour les industriels, ça dépend en fait de leur tarif d'achat. Là, on a généralisé aussi, aujourd'hui, il y a des industriels qui achètent de l'électricité très très chère, et bien évidemment, il y a une pertinence pour eux de faire de l'autoconsommation individuelle, c'est quelque chose que je voulais souligner. Donc on voit quand même que le stockage thermique, c'est quelque chose qu'on parle de peu. Alors je ne sais pas si c'est discriminatoire au niveau médiatique ou si juste dans nos modes de pensée, où en fait on n'a pas trop l'intention. C'est juste que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc moi je vous invite à vous intéresser quand même sur ces cas. On remarque dans cette étude que tout ce qui touche au stockage thermique est pertinent économiquement. Donc voilà, je vous invite si vous voulez à lire cette étude et surtout à vous intéresser à ces solutions qui, je pense, dans un avenir plus ou moins proche, pourront avoir leur mot à dire. J'ai terminé sur cette partie et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Vincent Lamy. Effectivement, une étude avec 14 cas, donc 2 cas qui ont été zoomés ici, qui nourriront le débat et qui devront être confrontés à des réalités locales. Je pense que c'est intéressant de le souligner. J'invite pour la troisième présentation Jocelyn Boursier à me rejoindre, donc directeur territorial Vendée et directeur innovation Pays de la Loire pour Enedis. On va avoir un petit temps de pause et questions-réponses après ces 3 premières interventions. Merci. Donc je vais probablement dégrader le temps de parole. Non, je vais faire l'effort. Donc je vais finalement aller assez vite puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été évoqués qui sont très intéressants, notamment sur la rentabilité économique, la performance économique des projets de stockage. Je vais aborder les choses sous un angle un petit peu différent. Je vous passe les missions d'Enedis que vous connaissez sans doute et les objectifs de la PPE, etc. Sienne. On attend le décret. On attend le décret, vous avez saisi, il n'y aura pas de voix sur la prochaine PPE. Donc simplement, je vais évoquer 2 choses. Je vais évoquer simplement les volumes de raccordement de stockage à France pour que vous ayez une idée en fait, de ce que ça représente en termes de dynamique. Vous avez déjà le graphique derrière moi. Donc ça, je vais l'évoquer très simplement, de manière assez rapide, aussi pour des raisons d'ICS, etc. Je ne pourrais pas rentrer trop dans le détail. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est une évolution des installations de stockage en mégawatts, donc en nombre pour l'instant. Et en nombre, ça représente 345 installations. Vous voyez la pente un petit peu de ces demandes de raccordement. Il s'agit essentiellement de demandes de raccordement en HTA. Et je précise que nous, Enedis, on n'a pas toujours de visibilité sur des stockages qui sont installés
en aval des installations de consommation existantes, même si en cas d'injection sur le réseau, il y a des mises à jour à faire du corpus contractuel, mais en général, on n'a pas forcément de vision sur des résidentiels qui installeraient du stockage, par exemple, mais ça reste, on le sait, et vous le savez aussi, des cas extrêmement marginaux qui sont plutôt expérimentaux. Donc globalement, c'est des batteries plutôt en moyenne tension et qui rentrent en fait dans les schémas qui ont été présentés par RTE tout à l'heure de valorisation, principalement sur les services systèmes. En termes de répartition, je ne vais pas pouvoir m'attarder trop sur cette carte. On voit qu'il y a une coloration dans l'ouest qui est assez importante. Il y a plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'est qu'il y a un acteur qui est assez en avance sur le déploiement des installations et qui a priorisé l'ouest de la France dans un premier temps. Une raison. Et les raisons, c'est aussi le dynamisme de nos régions et que vous représentez aujourd'hui. Donc simplement, avant de rentrer sur quelques cas d'usage différents, mais qui viennent compléter ce qui a été dit par nos collègues, notamment côté AT2E, juste simplement un petit point sur les dynamiques. Je vous ai montré une dynamique des raccordements d'installations de stockage, et c'est une dynamique qu'on retrouve sur beaucoup finalement de sujets, les bornes de recharge et les ENR, bien sûr, on trouve à peu près les mêmes pentes. Vous avez des chiffres qui ne sont pas très récents là, dans le graphe du bas, mais qui montrent quand même la dynamique entre 2020 et 2021. On a multiplié par 4 les demandes de raccordement d'installations renouvelables en HTA sur Armée France. Donc c'est très important. Et puis en termes de puissance raccordée, si on parle de puissance crête, hein, pas de puissance au sens du mécanisme de capacité, mais en termes de puissance crête, on a environ 4 gigawatts de raccordés chaque année à Armée France, contre 3 gigawatts il y a 2 ans, à peu près, par an. Et on va basculer vers un chiffre de 5 gigawatts par an de raccordés. Donc tout ça au service d'un objectif qui est en fait de doubler la capacité à installer, puisqu'on est censé passer de 42 gigawatts à environ 70-75 gigawatts. Le collègue de RTE pour y revenir. Je vais passer sur ce slide pour gagner un petit peu de temps et simplement pour vous indiquer qu'effectivement il y a un certain nombre de travaux qui sont engagés autour de la valorisation des moyens, qu'ils soient renouvelables, qu'ils soient stockage, etc. et qui sont divers. Je ne parle pas ici de l'utilisation des capacités pour des objectifs de flexibilité, mais j'évoque l'existence de l'ACI, de l'ACC, et puis d'un travail qu'on est en train de faire avec un certain nombre de fournisseurs pour les aider dans la construction d'offres vertes et locales, notamment à travers de la certification des volumes locaux et renouvelables. Ce qui va nous intéresser ici, c'est davantage 2 exemples. J'aimerais en citer un troisième rapidement si j'ai le temps, mais de façon très rapide. Je vous présente très rapidement le groupe GEZ2, donc groupe électrogène zéro émission, qu'on devrait plutôt appeler groupe électrogène bas carbone, pour être tout à fait propre sur cet aspect-là. Donc l'idée, c'est de remplacer finalement nos groupes électrogènes diesel. Donc j'ai vu que dans la salle, il y avait des acteurs qui étaient d'ailleurs moteurs et impliqués dans cette activité-là, qui peuvent rebondir autant que souhaité. Donc l'idée, c'est vraiment de basculer sur des groupes qui soient moins émetteurs de CO2 sur leur cycle de vie, mais aussi localement, puisqu'on intervient parfois en ville, dans des villes qui peuvent être des feux, etc. On a la question du bruit aussi, etc. Donc, je l'expliquais, l'idée c'est d'exercer de façon performante l'émission du GRD. Ça vient aussi contribuer à la réalisation de chantiers bas carbone qui ne vont pas reposer que là-dessus, mais aussi sur la réutilisation des terres, etc. Donc, ça s'inscrit dans une logique globale de mutualisation, etc. et de réduction des impacts carbone des chantiers. On a conduit des premiers chantiers bas carbone chez Enedis. Je sais qu'il y en a fait aussi côté AODE, j'en parlais aussi hier. Donc voilà, c'est une dynamique globale à laquelle contribuent ces groupes. Il y a aussi l'objectif de diminuer les nuisances émissions locales, très locales et bruit. Et puis d'autres objectifs, effectivement, quand on installe un groupe électrogène fossile, on coupe les installations de production. Ce qu'on ne fait pas avec un groupe électrogène zéro émission de batterie, ça va pouvoir accepter effectivement que les installations de production de la zone en travaux continuent à produire, l'énergie est stockée par le groupe. Et assez grosse différence. Et des projets comme ça, on en a un peu partout en France, on en a en Bretagne, on en a en Pays de la Loire,
donc avec des projets qui ont abouti, avec des groupes qui fonctionnent et qui tournent sur nos bases opérationnelles et qui sont utilisés au jour le jour. On a essayé différentes technologies de batterie, on a essayé l'hydrogène, on a essayé différentes choses et on est en train de se pencher aussi sur des biocombustibles. Donc toutes ces pistes sont testées. Et ce que je voulais évoquer, c'est le fait qu'on est en train de rentrer, c'est ce qu'on voit dans ce schéma, on est en train de rentrer d'une phase d'expérimentation et une phase d'industrialisation en fait, de ces outils-là. On a aujourd'hui en propriété environ 2300 groupes chez Enedis. Et donc l'idée, c'est petit à petit de transformer tout le marché pour remplacer le parc des groupes de manière industrielle par des parcs batteries avec un problème, une difficulté principale qui est, je vous donne en mille, le prix. Voilà. Donc c'est pas tout à fait neutre comme transformation. Je rentre peut-être pas sur les caractéristiques techniques, on est sur 400. En tout cas pour celui de Pays de la Loire par exemple, mais qui est assez représentatif de ce qu'on a fait chez Enedis, y compris côté Bretagne, on est sur 480 kWh de ce type de techno en batterie lithium-ion. Je vous donne un autre exemple en fait, de projet qui intègre du stockage. J'aurais pu évoquer sur le même thème le projet du site du CEA, directeur territorial demandé en plus des directeurs d'innovation ou avant. Donc évidemment, j'ai des possibilités plus fortes avec la Vendée, mais il y a eu différents projets de réaliser sur le territoire que vous connaissez. Je pensais au projet phare côté CIDEB et côté Enedis, on a appelé un projet un petit peu complémentaire Solar Station. Donc, vous avez en fait à l'image à peu près tout ce que ça représente. Pourquoi Solar Station? Parce qu'en fait c'est une station-service, mais une station-service du futur qui est équipée de panneaux solaires, d'une entreprise dont on a beaucoup entendu parler dans la presse récemment, de batteries qui sont des batteries qui délivrent 172 kWh, je crois que c'est le chiffre précis, pour une puissance plus faible de l'ordre de 100 kW. Et puis des bornes de recharge, 22 kW, etc. pour, je crois qu'on a 6 bornes sur le projet qui sont directement raccordées. Et donc l'objectif, ça va être de réaliser l'autoconsommation individuelle et d'optimiser la part de renouvelable dans la recharge des véhicules électriques. Donc ça contribue aussi à un travail de fond sur le bilan carbone des véhicules électriques, qui globalement en France, grâce au nucléaire, est plutôt bon par rapport à d'autres pays, mais que localement, si on a envie finalement si on a envie d'insister la dimension renouvelable du sujet, eh bien, on voulait maximiser l'injection locale renouvelable dans la recharge des véhicules. Ce qu'on arrive à faire, puisque je crois que ce qu'on arrive à faire, puisqu'en fait on a une corrélation assez forte du renouvelable si on met une batterie en place. Si on ne la met pas en place, on ne l'a pas, parce que les recharges ne se font pas en journée pendant que les véhicules sont en service et sont déplacés. Donc finalement, on va stocker l'énergie pendant la journée et on va la restituer quand les véhicules rentrent le soir, par exemple. C'est un peu différent, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on va mettre en place une gestion un petit peu plus complexe que ça, mais c'est pour donner une illustration du principe pour ceux d'entre vous qui sont moins familiers avec ces sujets. Je ne vais peut-être pas donner. Pardon. Je vais tomber le bouton. Bon, Alex, mais je ne vais pas faire Alex. Excusez-moi, je voulais aller là-dessus, tout simplement pour qu'on voit apparaître les partenaires du projet, donc Acajou, Orbit Plug, Entech, E4B, Systoly, dont j'ai parlé, la région Pays de la Loire. La région Pays de la Loire qui nous a soutenus économiquement aussi sur les deux projets que j'ai évoqués. Et puis ce sont des projets labellisés SMAC. Homologué. Oui. Homologué. Homologué SMAC, merci. Je cherche le mot. Voilà pour moi. Et puis peut-être un dernier à l'oral comme ça, simplement pour évoquer un autre projet qui s'appelle IE Charge. Je l'évoque parce que c'est un projet qui est conjoint entre la direction régionale Enedis Bretagne et la direction régionale Pays de la Loire, et qui s'est déroulé en premier lieu à Bézin-le-Coquet, en Bretagne. Donc l'idée, c'est de travailler avec AW Joule sur ces installations. Donc là, c'est peut-être en complément de ce qui a été dit par AT2E. J'ai peut-être été inattentif à un moment, mais je voulais évoquer aussi la question des doubles valorisations. Parce qu'on a eu en fait une présentation qui était très très claire sur l'intégration économique d'une batterie dans un projet d'ACI ou d'ACC ou autre. Mais il y a parfois des doubles valorisations. On peut penser aux véhicules hybrides, que j'ai évoqué avec mon voisin tout à l'heure. On peut penser aussi à des stockages qui sont utilisés qui sont valorisés dans le cadre des réservoirs de mer, par exemple. Et donc,
qui sont rémunérés à travers ces mécanismes et qui peuvent aussi avoir un rôle supplémentaire. Et dans le cas de TNW Joule, en fait, ils implantent des... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai le même syndrome que le oui, l'objectif, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils intègrent aussi des bandes de recharge de puissance rapide, et donc qui se trouvent derrière l'unité de stockage. Et en étant derrière l'unité de stockage, la problématique qu'on peut avoir, c'est qu'en fait, donc du coup, il y a une optimisation qui est faite, qui est très juste. Il y a une rentabilité du projet global qui repose essentiellement sur la réserve primaire, on peut comprendre ça. Et donc, finalement, on a une utilisation assez intelligente de la batterie en complément de la recharge. La seule difficulté que l'acteur a rencontrée, comme d'autres, c'est qu'ils se sont rendus compte finalement qu'ils mettaient bout à bout des usages en DC et qu'il fallait remettre de la conversion AC pour pouvoir compter. Évidemment, dans une logique un peu économique, la partie recharge, elle est isolée juridiquement et économiquement de la partie stockage. Ce pas les mêmes entités qui n'ont pas la même activité. Donc du coup, il est intéressant de compter de ce qui se passe. Et il faut, nous, on compte en alternatif. Chez l'hélice, on compte en alternatif. Donc du coup, il fallait repasser en alternatif, compter, redescendre en DC derrière. Donc du coup, l'idée, c'est pas basique, c'est basique mais compliqué à la fois. Puisque la régulation du global pas, etc., et que ça n'existe pas techniquement, c'est qu'on a développé un compteur DC, on travaille sur la conversion DC, et donc on a travaillé là-dessus pour réduire les coûts, essayer de faire un travail là-dessus. Donc c'est une alliance stockage DC, là, ce projet, qui est assez sympa. Je vais m'arrêter là-dessus, c'était juste pour vous démontrer que, en complément de l'accompagnement de la transmission énergétique, des bons stockages, des renouvelables, à travers le raccordement et à travers l'accompagnement aussi des acteurs dans l'ensemble de l'écosystème, le travail qu'on fait tous, il y a aussi des travaux plus tournés vers les soucis, entre guillemets, sur les fonctions de comptage, sur les chantiers, etc. Merci à vous. Je vous propose de prendre un petit temps de questions-réponses, si vous en avez, pour nos 3 premiers intervenants. Donc RTE, AT2E ou Enedis. Alors, présentez-vous avant de prendre la parole, même si on a fait un petit tour de table. Jean-François Lemoncet. Moi j'ai une batterie de questions. J'ai encodé quelques-unes. La première, en fait, j'aurais souhaité d'abord, merci pour les présentations déjà, qui sont, je me permets de dire, quand même centrées sur la France. En France, c'est quand même un pays très, très interconnecté, sur lequel on a un réseau électrique performant, très bien maillé. Je ne pense pas que ce soit le premier marché pour le stockage. C'est vrai donc pour l'étude PEPS, pour les études PEPS que j'ai l'occasion de suivre depuis longtemps, et puis pour les études RTE. Alors, une première question, en fait, je voudrais avoir votre point de vue, sur le stockage intersaisonnier, pour PEPS, et puis pour RTE. Quel est votre point de vue sur le sujet? La deuxième question, c'est sur la rentabilité, en fait. Donc, on voit effectivement donc, tous ces acteurs qui se positionnent sur la valorisation des batteries sur la réserve primaire. Les premiers qui se positionnent gagnent bien leur vie. Quelle est la réalité pour ceux qui arrivent aujourd'hui? Il y a toujours des projets dans le pipe. On sait que c'est un marché qui est limité, 500 MW sur la réserve primaire, un peu plus sur la secondaire qui va s'ouvrir. Quelles sont les perspectives économiques pour ces acteurs? Puisque, notamment, Clean Horizon, donc, vous connaissez bien, donc, faisait une conférence très récemment sur ce marché-là. Mais en fait, ils disent qu'aujourd'hui, en fait, on passe rapidement pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Espagne en particulier. Enfin, je veux dire, c'est un marché qui se cannibalise, RTE le sait bien. Quelles sont les perspectives de ce marché-là? Si je dis ça, c'est vraiment pour ouvrir la porte vers autre chose. Voilà, 2 questions pour vous. Du coup, moi, je vais essayer de répondre à la première, je vais laisser Arthur répondre à la deuxième. Ça va être une réponse courte. Pour être honnête, je ne me suis pas encore assez focalisé sur la partie intersaisonnière de l'étude PEPS. En revanche, il y a eu un rapport de l'ADEME qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous en avez entendu parler,
où ils essaient quand même de mettre un point sur cette activité, effectivement, qui n'est pas assez traitée et dont on va avoir essentiellement besoin dans les années à venir. Est-ce qu'il y a un marché autour du stockage intersaisonnier? Aujourd'hui, non. C'est coûteux, mais il a un intérêt, oui. Après, c'est quelque chose qui a creusé, c'est quelque chose qui a mettre en place. Je pense que oui, il y a beaucoup de travail à faire autour de ça. C'est une bonne question, hein, mais je pense que je ne suis pas. Je peux plus me renseigner sur ce sujet, il n'y a pas de souci, et vous faire un retour. Mais globalement, c'est des éléments que je peux apporter à chaud comme ça. Sur la partie réserve primaire et secondaire, je vais laisser un du coup. Merci beaucoup déjà pour voilà, les éléments de réponse. Donc 2 questions si je résume. On a dans un premier temps un avis sur le stockage saisonnier, ensuite les perspectives de valorisation des actifs de stockage sur réserve primaire secondaire. Sur le premier sujet, je pense que le stockage intersaisonnier aujourd'hui, c'est finalement une technologie qui est... ça existe, les stations de transfert d'énergie par pompage. Aujourd'hui, c'est du stockage intersaisonnier. Mais avec des contraintes en termes de développement, je veux dire, développer des lacs, c'est compliqué. Donc il y a un petit gisement à développer, avec du coup nécessairement des fortes oppositions locales d'environ 1 gigawatt à horizon 2035. À horizon plus long terme, dans les futures énergies 2050, on voit nécessairement, en fait, en fonction de la pénétration des énergies renouvelables, un besoin de stockage intersaisonnier qui, en fait, va vraiment dépendre du socle de production pilotable qu'on va avoir. On avait dit différents scénarios, des scénarios à 50% nucléaires, des scénarios 100% renouvelables, en fonction des futurs possibles qu'on envisage. Il peut y avoir besoin de plus ou moins de stockage intersaisonnier, justement pour s'assurer qu'on peut boucler et énergétiquement sur les longues périodes je disais les besoins longs, longues périodes de froid, sans vent, où il va y avoir besoin d'avoir de la production d'électricité, on stocke, et puis on stocke typiquement sous forme d'hydrogène, le futur énergétique, c'est ce qu'on avait envisagé, pour réinjecter ensuite sur le système électrique. Donc il peut y avoir des besoins, mais qui finalement vont dépendre de la pénétration du renouvelable. Donc aujourd'hui, finalement, peut-être pour répondre, il y a quand même assez peu de solutions matures. Le stockage d'hydrogène, c'est quelque chose qu'aujourd'hui tout sait faire. Il y a plein de contraintes, d'incertitudes techniques sur le sujet à lever. Donc je pense que c'est un besoin qui va apparaître en fonction de l'évolution de la pénétration des renouvelables dans le système. Je ne sais pas si ça répond à la question. Et du coup, sur le deuxième sujet, alors les perspectives de rémunération, aujourd'hui, il y a peut-être un élément, j'ai dû passer rapidement sur le sujet. Je pense qu'il y a nécessairement, ça pose tout plein de questions avec l'arrivée massive un engouement de la filière vraiment des batteries à se raccorder, etc. On a des prix des réserves qui sont en chute libre. Donc en effet, ça pose des questions de rémunération. Donc aujourd'hui, il y a l'ouverture de l'appel d'offres pour la réserve secondaire qui va arriver. Donc c'est une opportunité de rémunération supplémentaire pour les batteries. Peut-être une perspective, c'est que en plus justement de cette arrivée des batteries, de la concurrence avec avec typiquement les véhicules électriques, les électroniques qui pourraient arriver sur ces réserves. Il y a un autre effet qui est l'augmentation potentielle du besoin en réserve, donc qui pourrait venir contrebalancer cette saturation des effets. Ensuite, sur d'autres mécanismes, donc je suis passé rapidement dessus, typiquement sur l'arbitrage sur les prix marché, sur les différents marchés énergie, que ce soit le spot, que ce soit la phrase journalier. En fonction de la pénétration des renouvelables, c'est des périodes de prix bas, voire négatifs, qui vont arriver de plus en plus fréquemment. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit sur les prix. Donc, je veux dire, une batterie qui achète son énergie à midi à 0 € du mégawattheure et qui la revend à 19 h à
30, 40, 50 mégawattheures, mais c'est aussi une source de rémunération. Et comme vous l'avez mentionné, c'est un sujet pas que en France. Nous, ce qu'on voit, c'est que il peut y avoir des effets aussi, des effets de saturation sur ces effets. Typiquement, les Allemands qui ont développé plusieurs dizaines de gigawatts de batteries en 2030, ça peut aussi avoir un effet sur les prix français. Donc il faut aussi garder ces précautions. Et puis sur les congestions réseau, aujourd'hui, on est en train d'étudier au cas par cas, les possibilités. Donc avec l'expérimentation dont je parlais, on appelle de flexibilité, où en fait on essaye aussi de valoriser ce type de stockage. Je pense que la position de RTE là-dessus, c'est qu'il faut regarder au cas par cas. Le besoin pour le système, ça passera par des appels d'offres dédiés. Et puis peut-être pour finir, aujourd'hui, sur les 3 types de rémunération, on voit que nos estimations montrent qu'aucune de ces rémunérations seules permet de rentabiliser les batteries. Aujourd'hui, donc on se pose quand même la question du multiservice, de dire finalement, est-ce qu'on ne passerait pas vers ce mode de fonctionnement pour l'avenir et pour pouvoir rentabiliser ces actifs de stockage. Au final, j'ai un ou deux trucs à rajouter. Je suis d'accord sur cet aspect multimarché. La réserve primaire, elle a permis d'avoir des retours sur investissement de batterie en 2 ans. C'était il y a quelques années quand les prix existaient très, très cher. Donc ça valait vraiment le coup. Et oui, aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement fermé. On attend la réserve secondaire. Je suis d'accord pour cet aspect le multimarché. L'Horizon propose des business models par rapport à ça. On a des acteurs qui commencent à s'intéresser à ça, du coup à l'arbitrage. Par contre, par rapport du coup à ce que vous venez de dire, je ne sais pas forcément qu'on diverge, mais au niveau du point de vue AT2E, il y a des fois une non-possibilité de cumuler différents moyens de rémunération. Là, vous parlez de la réserve secondaire. Il y a aussi du coup l'appel d'offres de flexibilité qui va sortir. On ne peut pas cumuler ces 2 marchés. Donc aujourd'hui, pour certains acteurs de la filière, ça commence à être compliqué de se rémunérer. Les banques sont sceptiques aussi parce que les batteries, c'est du multimarché. En fait, on n'a pas de garantie qu'on va avoir un retour sur investissement. Donc ça, c'est assez flou. Moi, une question que je me pose, c'est que dans les scénarios d'ADEME, dans leurs 4 scénarios, dans le scénario 1, le scénario où on mise beaucoup sur la sobriété, sur la flexibilité, on a besoin de 1 gigawatt, un petit peu moins de 1 gigawatt de batterie. Donc on va les atteindre là. Dans le scénario 4, celui où on n'est pas du tout sobre et on mise sur les nouvelles technologies, on a besoin de 20 gigawatts. Alors, nous, on veut bien monter jusqu'à 20 gigawatts, mais il faut des moyens de rémunération de 1. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire aux acteurs de la filière du stockage, ralentissez parce qu'on ne sait pas trop où on va, pour leur demander dans 5-6 ans de réaccélérer et multiplier par 20 ce marché. Voilà. Merci à tous les deux pour ces réponses. Justement, on parlait des acteurs du stockage, donc donnons-leur la parole. Alors, il y a plusieurs questions. Je préfère qu'on donne la parole aux interventions suivantes et garder vos questions pour la fin des interventions. Donc, j'invite à me rejoindre Philippe Loiseau, donc responsable innovation et nouvelles technologies chez Boralex, et Rémi Evenard, responsable développement régional chez Neoen, qui vont nous parler justement des actifs de stockage déployés en Bretagne et en Pays de la Loire, et leur éclairage peut-être sur les questions de marché que vous avez posées. Je crois que la première présentation, c'est celle de Boralex qui est présentée. C'est tout à fait ça, c'est Boralex. Donc bonjour, merci. Alors je vais passer assez rapidement sur certains aspects qui ont déjà été évoqués dans les présentations précédentes. Je vais juste en quelques chiffres vous donner quelques informations sur Boralex. Donc Boralex aujourd'hui c'est dans le monde à peu près 3 gigawatts, essentiellement concentrés sur de l'éolien, comme on peut le voir sur le graphique de gauche. Si on regarde la France, ça correspond à environ 1,2-1,3 gigawatts au total, là aussi essentiellement concentré sur de l'éolien. Mais ce que l'on peut remarquer, c'est que les 5 mégawatts de stockage qui sont développés dans le groupe le sont aujourd'hui en France, qui a été en fait le lieu d'expérimentation et de test, de validation des activités de stockage pour le groupe. Concernant la Bretagne et le Pays de Loire, qui sont qui
qui concerne ce qu'on fait aujourd'hui aussi localement. On a aujourd'hui 135 MW installés, dont 132 en éolien, donc là encore une forte majorité d'éolien, mais sur les 5 MW développés dans le monde pour le groupe, il y en a 3 qui sont ici en Bretagne, notamment sur le site du stockage de commun que je vais présenter plus en détail maintenant. Le stockage au Plouguien, donc, il a été installé en fait sur le site éolien de Plouguien qui était déjà existant et qui était mis en service depuis 2005, donc c'est un site assez ancien. En fait, ce stockage de Plouguien, je dirais, il n'aurait pas d'existence aujourd'hui s'il n'y avait pas eu tout le réseau de partenaires avec qui on a travaillé et beaucoup de partenaires qui sont locaux. Justement, c'était aussi une des caractéristiques de ce projet. Notamment, il a été lauréat à l'appel à projet Smart Grid 2019 et il a été cofinancé par le FEDER Région Bretagne, ce qui est une reconnaissance de son niveau d'innovation. Il est homologué SMILE aussi, donc c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui pour le présenter. Il y a eu aussi des collaborations avec Enedis en local parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et donc il a fallu mettre en place des discussions avec Enedis puisqu'il est accordé sur le réseau HTA. On a travaillé avec la société EdTech qui est bien entendu très connue dans la région. Un financement aussi avec une banque locale, Arkea, groupe Crédit Mutuel. La commune de Plouguien, bien entendu, qui a été un fervent défenseur du projet et qui nous a aidé à le développer. Et puis de nombreuses entreprises locales que je ne vais pas citer ici, qui ont été impliquées dans le site, dans la construction du site. Alors, globalement, pourquoi ce stockage a été développé? On va regarder surtout les effets, le principe sur le schéma avec la balance, donc dont Baptiste Ménard parlait tout à l'heure. Globalement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand sur le réseau, il y a un déséquilibre entre la consommation et la production, on a en fait une déviation de la fréquence du réseau. On n'est plus à 50 Hz, on est un petit peu plus, on est un petit peu moins, et plus ou moins en fonction de cet écart qui existe dans la production et la consommation. Quand on a un site éolien, on peut jouer que dans un sens, on peut jouer que sur la production, ou on peut arrêter potentiellement le site ou réduire sa production, mais on peut pas avoir de la consommation virtuelle avec un site éolien. Le fait de rajouter un stockage, ça nous permet aujourd'hui soit d'injecter ou de soutirer, donc de venir en fait optimiser en fait le niveau d'injection qu'on fait sur le réseau ou le niveau de soutirage qu'on fait sur le réseau, ce qui permet aujourd'hui d'aider à rétablir la fréquence du réseau. Donc globalement, on passe d'un système qui était purement producteur à un système qui peut être producteur ou consommateur avec une batterie qui est un consommateur ou un producteur virtuel. Donc ça participe à la stabilisation du réseau. C'est en fait un système de stockage optimal de l'énergie électrique qui permet en fait de la réinjecter sur le réseau au moment le plus opportun pour le réseau et pour les besoins locaux ou nationaux. Ça participe bien entendu à l'intégration des énergies renouvelables et en plus c'est une solution décarbonée sur la phase exploitation. Bien entendu, si on ne prend pas en compte le bilan carbone de la construction. Alors, on va revenir sur les aspects et sur le statut actuel du projet. Donc, le projet aujourd'hui il est construit, il est en service depuis décembre 2023, donc de manière complètement opérationnelle. Il est valorisé sur des services qu'on a mentionnés, service de la réserve primaire, donc régulation de fréquence, et sur le mécanisme de capacité. Donc, c'est un projet qui a été développé selon le planning initial qui avait été annoncé au FEDER, et il a été validé donc, par le FEDER avec la subvention associée. Toutes les innovations qui étaient prévues ont été intégrées et elles sont 100% opérationnelles aujourd'hui depuis quelques mois. Et c'est un démonstrateur de l'intérêt technique
de la colocalisation d'un projet de développement d'énergie renouvelable et d'un système de stockage. Le petit bémol, je dirais aujourd'hui, et on vient d'en parler, c'est l'aspect rémunération, c'est-à-dire que si on regarde l'historique ici de la rémunération de la réserve primaire sur les dernières années, on s'aperçoit effectivement que, bon, comme ça a été mentionné en 2021-2022, il aurait été très intéressant d'avoir ce système en activité pour avoir des revenus très intéressants. Aujourd'hui, et notamment depuis le début de l'année, on voit que on est très en dessous de ce qui s'est passé récemment, et surtout très en dessous de modèle économique qui a été planifié au départ. Donc ça veut dire que globalement, aujourd'hui, il nous faut rechercher pour ce projet de nouvelles innovations, ajouter de nouvelles choses, de sorte à avoir un système qui soit intéressant pour le système et intéressant sur l'aspect économique. Et je vais finir avec ce dernier slide qui est en fait le futur qui est envisagé pour ce projet. C'est globalement l'objectif, c'est d'aller vers un système de plus en plus intégré avec en fait un système de plus en plus intelligent qui permettra d'offrir plus de services et qui sera plus pertinent. Donc globalement, l'objectif c'est de mettre en fait cet actif en ce qu'on appelle en pooling, c'est-à-dire on va le mettre en commun avec d'autres batteries, on va le mettre en commun avec d'autres sources d'énergie renouvelable, de sorte en fait à optimiser ce qu'on appelle le foisonnement technologique et le foisonnement géographique. On va bénéficier du fait que différents actifs à différents endroits avec différentes technologies ne produisent pas tous en même temps, donc on va un peu utiliser cet aspect-là, et d'autre part, on va aussi analyser les opportunités des différents marchés qui peuvent s'ouvrir. On a parlé de la réserve secondaire, c'est un marché qu'on vise, l'arbitrage marché aussi, en tant que développeur industriel, on vise aussi ce qu'on appelle les corporate PPA, donc de la vente directe à des industriels, et de pouvoir adapter des profils de production à des profils de consommation avec l'utilisation de stockage. Et le stockage de plugin pourrait en être un avec des acteurs locaux. Et enfin, développer des EMS, des Energy Management Systems, qui permettent en fait de piloter l'ensemble à partir d'intelligence artificielle, notamment en faisant des prévisions de production, des prévisions de consommation, des prévisions de prix de marché, intégrer tout ça dans un modèle et optimiser les services et la rémunération des systèmes en utilisant en particulier ce stockage, mais d'autres stockages et d'autres sources d'énergie renouvelable qu'on développe en France. Voilà, je vous remercie. J'ai essayé d'être le plus rapide possible et le plus clair possible. Normalement, il y a le suivant. Je vais lire, c'est ça? Ouais. Non. Dans l'autre sens. Ah non, t'avais utilisé. Ah, ok, pardon. Voilà. Il y a à peu près 50 caractères sur les slides, donc vous n'allez pas être embêté par la lecture. Du coup, merci de nous accueillir ici. Je vais commencer. Je pense que pour savoir où on va, c'est important de savoir d'où on vient et où on se trouve. Donc, je vais commencer par vous faire un petit rappel de qui on est et de ce qu'on a déjà fait. Neoen, pour ceux qui ne nous connaissent pas, est une entreprise qui a été créée en 2008. On a été introduit en bourse en 2018. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires consolidé en 2023 de 524 millions d'euros pour un bilan au 31 décembre 2023 qui se chiffre à 7,4 milliards d'euros et qui correspond essentiellement à nos actifs qui sont installés et en construction dans le monde. Aujourd'hui, on a 8 gigawatts qui sont installés dans le monde et en construction. On est à peu près à 50% de solaire, 30% d'éolien et 20% de stockage, qui est une activité qui est grandissante chez nous. On a une feuille de route qui nous amènera en théorie à 10 gigawatts en 2025 et 20 gigawatts en 2030.
Notre modèle de croissance, il est basé sur la stratégie Develop to Own. Non, non, il n'y a qu'un seul. Non, il y en a des autres derrière, mais il y a que donc il est basé sur un modèle qui est Develop to Own, à savoir qu'on est propriétaire de nos actifs à quelques exceptions près, qu'on développe, qu'on finance nous-mêmes, qu'on construit, qu'on opère et qu'on démantèle. Ça, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'envisager une croissance qui est forte et qui a été à 2 chiffres pendant plusieurs années. Sur la partie stockage, Neoen a été pionnier du stockage dès 2015. Notre premier actif, il était couplé à une centrale PV sur une mine de cuivre, dans le Western Australia, qui était off-grid, ce qui a permis à la mine, grâce à ce projet PV couplé à du stockage, de réduire la consommation de 40% du moteur diesel qui alimentait tous leurs actifs. Suite à ça, on a eu un gros projet qui a été construit en 2017 avec Tesla, qui est celui qui est affiché ici, qui est couplé à 3 parcs éoliens à Hornsdale, dans le South australien. Ça a été de 2017 à 2020 la plus grosse batterie du monde, qui rendait des services de soutien au réseau. Pour ce qui est du coup de la partie stockage, je voulais rappeler, l'éolien et le solaire, ça reste notre activité principale, mais aujourd'hui le stockage c'est 20% de nos activités. On regarde depuis 2020 le marché européen. Non, c'est ici. Voilà. Avec notre première batterie qui était en Europe, qui était en France depuis 2020, mise en service à Azure dans la Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est un actif qui est intéressant pour nous. C'est une batterie de 40 MWh à Ilikala en Norvège. En plus d'adresser tous les marchés dont on a parlé plus tôt, en réserve primaire et secondaire, c'est un actif qui a participé à la mise en service et à la montée en puissance de l'EPR finlandais. Ça, c'est des services auxquels on ne réfléchit pas encore en France, mais qui pourraient être des moyens de se montrer créatifs dans les revenus que peuvent adresser les batteries de stockage. Pour ce qui est du marché français auquel on va venir, on a aujourd'hui 3 batteries qui pour un total de 20 MWh. Aujourd'hui, on a que des batteries qui font 1 heure pour faire de la réserve primaire. Les batteries qu'on développe en ce moment sont plutôt des batteries de 2 heures. Celle qui a fait l'objet d'une homologation SMILE, c'est celle-ci, la Paris Speed Battery. Un mélange peut-être un peu douteux de breton et d'anglais, mais qui est présenté ici, donc il n'est pas construit. C'est un photomontage. On est assez proche du poste source que vous pouvez voir de l'autre côté de la départementale. C'est sur le site c'est sur la commune de Pléderist, dans la communauté de communes de Morlaix-Agglomération. Donc ici, les dimensions, c'est 100 MW et 200 MWh. Donc c'est une batterie qui est de 2 heures et qui permettra d'adresser d'autres marchés. On va parler des réserves secondaires, faire de l'arbitrage, etc. Potentiellement des réserves tertiaires. On est raccordé directement au réseau RTE avec un poste HTB que vous pouvez voir ici. Et avec une ligne souterraine le long de la départementale. La partie qui reste, donc la partie agricole qui reste, va être complétée par une déchetterie et un centre de compostage intercommunal. Donc c'est aujourd'hui une zone qui va être considérée comme quand même partiellement industrialisée, du fait qu'il y a déjà des centres de matériaux de stockage, etc. On est assez éloigné des habitations. On a la ligne Paris-Brest qui passe à la SNCF, qui passe à l'est, et à l'ouest, on a la départementale qui rejoint Christ à Morlaix. Sur ce projet, on est soutenu par la région Bretagne, on est soutenu par le département, on a une très bonne acceptabilité locale au niveau de la commune et de la communauté de communes. On a un PC qui a été autorisé fin 2023, le 28 décembre. Aujourd'hui, et on a un raccordement dont la PTF a été signée et qui est prévu pour l'année 2025. Aujourd'hui, les enjeux d'un projet comme celui-ci, c'est l'approvisionnement. Je pense que tout le monde a fait face au même problème d'approvisionnement, notamment au niveau des transformateurs de grande capacité. Des transformateurs qui font 100 MW, il y a des délais qui sont des normes de 15, 20, 24 mois. Il y a aussi d'autres enjeux ici, ça va être de trouver le partenaire industriel qui est capable de construire une garantie interactif. Aujourd'hui, on essaye de valoriser la chaîne de valeur locale au maximum. On espère qu'on pourra y arriver en concrétisant. Les autres enjeux sont le raccordement. Je pense que RTV et Enedis en sont bien conscients. Et ces enjeux-là, ils ne sont pas uniquement pour des actifs de stockage,
mais également pour les projets qui sont solaires et éoliens, qui viennent un peu rebattre les cartes du maillage historique du réseau français. Les parties administratives, je vais en parler brièvement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a à peu près 600 MW de batteries qui sont accordées sur le réseau français, un peu partout. Des gros actifs comme celui-ci viennent poser des nouvelles questions pour les services instructeurs. Donc on a, et puis la partie réglementaire qui est en cours d'évolution, je pense que vous savez tous, on n'a pas encore eu le dernier arrêté pour l'IC2 2925-2. Mais voilà, aujourd'hui on a des services instructeurs qui sont assez conservateurs et qui ont peur du fait des incendies qu'il y a pu avoir dans des entrepôts au niveau des batteries, qu'il y a pu avoir sur des bus électriques en région parisienne, etc. C'est des incendies qui sont souvent très fumigènes, qui sont impressionnants. Donc voilà, on a un gros travail qui a été fait, un bon travail qui a été fait avec les services instructeurs, avec le SDIS Adréal et l'UTM. Voilà, c'est des démarches qui sont itératives, qui prennent du temps et qui nous obligent nous aussi à faire pas mal de pédagogie. On a 1,5 gigawatt de batteries qui sont raccordées dans le monde, donc on joue pas d'apprenti sorcier avec ce genre d'actifs. En revanche, voilà, c'est des choses qui ne sont pas très connues pour tout le monde, donc on a besoin aussi de rassurer à ce niveau-là. Et les deux autres aspects-là qui posent aujourd'hui des questions, vous le savez tous, avec la partie économique, on en a parlé, quelle marche on peut adresser, quelles sont les perspectives de revenus à 5, 10, 15 et 20 ans. On a des cabinets de conseil de premier plan qui sont Baringa, Aura, Clean Horizon, on en parlait tout à l'heure, qui ont des visions pas spécialement convergentes sur les niveaux de revenus, que ce soit la réserve primaire, secondaire, tout ce qui est arbitrage, etc. Donc aujourd'hui, nous, on navigue dans ce microcosme dont on n'arrive pas tellement à bien cibler exactement où on va se situer. Et c'est notre travail, nous, industriel, d'essayer de se placer là-dedans. Et le dernier point, c'est la partie financière. Aujourd'hui, sur des projets éoliens solaires, on arrive à avoir des contreparties solides, qui est l'État français, ce qui garantit les tarifs de rachat pendant 20 ans. Là-dessus, on a sur un revenu full merchant. Donc, on a des difficultés à faire financer auprès des banques commerciales qui sont nos prêteurs plutôt classiques. Comme je le disais, je vais conclure là-dessus. Notre travail aujourd'hui, c'est de lever toutes ces interrogations dont je vous ai parlé, de continuer le bon travail qui est fait avec la filière auprès des cabinets ministériels, auprès des services, pour mettre le niveau réglementaire à jour au niveau des IC2. Aujourd'hui, on n'y est pas. Et ce qui permettra d'harmoniser les instructions au niveau national. Aujourd'hui, on a des services instructeurs qui se sentent parfois un peu isolés, puisque toujours on a même beaucoup qui ne veulent pas être l'exemple qui sera pris après et pour que les instructions soient harmonisées sur leurs décisions. Du coup, j'aimerais juste pour terminer en remerciant Smile pour leur invitation, en remerciant la région Bretagne, le département, la collectivité, la communauté de communes et la commune également pour leur soutien. Et je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, il y avait 2 questions tout à l'heure, si elles sont toujours d'actualité au niveau. On peut reprendre avant les 2 dernières interventions. Merci, bonjour à tous. Bonjour, je rencontre le syndicat énergie de la Vendée. Petite question d'ordre général sur le stockage. Donc, le modèle économique, on a compris qu'il était pluriel. Finalement, il y a le service système, réserve primaire, réserve secondaire, et puis on a aussi le trading, en fait, on va dire, mécanisme offre et demande sur le marché. La question que j'ai, c'est que nous, on est sollicité sur les territoires par nos élus locaux, sur des certificats d'urbanisme ou autres. La question qu'on nous pose souvent, c'est moi en tant que maire, qu'est-ce que je dois répondre quand on me fait une demande et que j'ai un développeur qui vient me voir? Et j'avoue que nous, on peine un peu à savoir si c'est du stockage d'intérêt général ou si ça n'en est pas, parce que c'est quand même ce qui dirige un petit peu la vie publique. Alors, si on demande l'avis au maire, c'est avant tout savoir à quoi ça va servir le projet. Et l'autre question que j'ai par rapport à ça, c'est dans le cadre des prospections qui sont faites sur des parties foncières, parties terrain. Est-ce que les projets qui sont menés, ils sont plutôt développés dans le sens où on se positionne pour répondre à un appel à projet RTE futur, et on se met un peu dans la prospective type développeur éolien, où on met un pied dans le foncier en espérant qu'on aura un appel à projet favorable un jour, ou est-ce que on est plutôt sur des choses qui sont très visibles et visées aussi par RTE? Voilà. Merci. Donc, première question, l'intérêt général, qui doit répondre.
Sur l'intérêt général, il y a eu un mail de Christophe Béchu l'année dernière qui a répondu très clairement. Donc, donc c'est effectivement l'intérêt général et en tout cas les projets sont instruits comme ça dans les préfectures. Si tu veux répondre sur la partie. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec la première réponse. La deuxième réponse au niveau des marchés, effectivement, aujourd'hui, je dirais on est un petit peu dans la situation de l'éolien du PV il y a quelques années. C'est un petit pari sur le futur, sachant qu'aujourd'hui, le pari est un petit peu plus risqué puisque le stockage, aujourd'hui, est 100% marché. Il n'y a pas d'appel d'offres au long terme où il y en a eu, ils ont été arrêtés, je ne reviendrai pas sur l'historique, mais il n'y a pas de vision long terme. On sait, tout le monde est conscient aujourd'hui, tout le monde est unanime sur le fait qu'il y aura besoin de stockage. Ce matin, personne n'a remis en question l'intérêt ou pas du stockage. Le stockage, il y a un intérêt. Aujourd'hui, pour un industriel comme nous, c'est le modèle économique qui va être important. Il y a trois choses, je dirais. Il y a l'intérêt économique, ça c'est notre côté à nous, c'est ce qui va nous faire prendre la décision. Il y a l'intérêt écologique, ça on a vu des exemples ce matin qui ont montré que l'intérêt écologique il est là et il sera de plus en plus. Et enfin, il y a l'intérêt pour le réseau. Le réseau a besoin, c'est sûr, il y a des besoins, c'est clair, c'est maintenant reconnu. Il y a quelques temps, il y avait une polémique, il y avait un sujet de discussion. Aujourd'hui, c'est clair qu'il y aura des besoins de flexibilité. Et je dirais, nous, notre aspect, c'est de dire que dans ces besoins de flexibilité, il faudra que nous aussi, on soit flexible. C'est-à-dire qu'en fait, nos systèmes, les systèmes qu'on développe, on a parlé de stockage d'1 heure, on a parlé de stockage de 2 heures, j'ai parlé d'EMS, d'énergie management system. Il va falloir qu'on mette de la flexibilité dans la flexibilité pour pouvoir s'adapter aux évolutions marché, aux évolutions réglementaires, aux évolutions économiques. Et c'est là qu'est le vrai challenge. Alors, Audrey voulait intervenir, après j'aurai Clara côté 2-22, la DREAL, et après on prendra peut-être les questions après les interventions, si ça vous va, les deux dernières interventions. Moi je voulais rajouter une dimension foncière, parce que on est quelques élus à connaître aujourd'hui la contrainte qui pèse sur le foncier, l'objectif de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050. Et là, on voit donc arriver des projets dans les moments, là, ça parle pas à grand monde. On a le schéma de cohérence territoriale à réaliser, c'est maintenant qu'on va gérer les comptes fonciers. La région a déjà territorialisé ses comptes fonciers. On a maintenant la territorialisation infra-territoire, donc soit la maille de la commune, soit la maille de l'interco, soit la maille du bassin de vie, en gros, du SCOT. Et là, on commence à se poser des questions sur vos projets, parce que effectivement, ça a été très bien dit, vous et vos confrères, vous déboulez un peu tout ça dans ce panorama, et on peut comprendre, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Où les maires, évidemment, se retournent tout de suite vers nous en disant, mais moi, ce foncier-là, dans quel compte foncier il arrive? Parce que c'est des surfaces, quand même, à chaque fois, on nous dit plutôt entre 4 et 6 hectares. Je pense que c'est le cas, 3-4. Et avec aussi des questions de sobriété foncière intrinsèques au projet. Quand je vois l'argumentation, etc., ça m'interroge, par exemple, spontanément. Donc il va y avoir des questions, mais je comprends qu'il y a des questions posées par les ménages, les sécurités d'exploitation. Donc on va, comme sous ces méga stockages, on va avoir vraiment des questions de disponibilité foncière et de qui porte ces projets-là sur ces questions de compte foncier. Nous on considère si son intérêt général, il devrait plutôt être porté dans un compte national, pas dans les comptes locaux, ni dans les comptes régionaux. Rapide. Je sais que j'ai été. Oui. Donc peut-être sur la question de l'intérêt public. Aujourd'hui, je pense que c'est plus que le stockage, c'est la flexibilité au sens large qui aura un rôle croissant demain. Et aujourd'hui, même si c'est rétrospectif, il y a quand même des blocs où en fait, on n'a pas forcément besoin de marge supplémentaire. Donc en effet, sur certains services, il peut y avoir des capacités nécessaires de batterie. En revanche, est-ce que c'est de l'utilité publique si dans certains scénarios on n'identifie pas forcément le besoin, c'est potentiellement aussi des coûts échoués et ça se retrouve pas dans la valorisation. Aujourd'hui, on a des modèles qui ne sont pas en rentabilité, finalement, c'est aussi, ça peut être aussi un signe que l'utilité publique ne serait potentiellement pas là au rendez-vous
réponse pour contrebalancer. Sur le fond, Sur la partie foncière, je pense qu'on a tous peut-être joué là-dedans. Il faut savoir que la plupart d'un projet comme ça, c'est du vide. En fait, on est obligé de la réglementation française des lois. Chaque conteneur des batteries de 12 mètres. Si vous regardez le premier projet que vous présentez. C'est pas que t'es pas de manière, c'est que là on perd plus les vents. Sur un projet comme ça qui fait à peu près la même capacité, qui est un peu plus gros, on est à moins d'1 hectare. En fait, ici, on a des batteries qui sont séparées de 50 cm. Alors qu'en France, la réglementation est un peu de 12 mètres. Donc en fait, c'est ce qui échoue énormément. Donc en fait, je pense qu'on a un rôle à jouer. Je pense qu'il y a une mauvaise compréhension du niveau de sécurité et du niveau de risque interactif. Aujourd'hui, il y a des projets de Evercris. Ici, on a de la technologie NMC qui est quand même beaucoup plus exothermique et qui réagit quand même beaucoup moins bien au circuit. Ici, on n'est que sur des batteries qui sont prévues pour de la LFP, donc lithium fer phosphate, qui a un niveau de dérive thermique qui est bien plus faible, qui a un risque de dérive thermique qui est bien plus faible, et qui du coup pourrait largement être condensé. Je pense que ce projet-là, il pourrait tenir sur à peu près 1 hectare, si jamais on rationalisait drastiquement la réglementation. Ici, on n'a quand même pas grand-chose qui est risqué autour, on a quand même quand même plutôt au milieu des champs. Donc voilà, ça pourrait être une des solutions pour essayer de diminuer un peu l'intensité foncière que peut porter ce genre de projet sur les territoires au centre. Merci. Oui, bonjour, Dominique Ramard, je présente du syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor. Juste un petit message pour ceux qui développent du stockage avec ou sans borne de recharge pour véhicules électriques, mais aussi ceux qui développent des bornes de recharge sans stockage. N'hésitez pas à vous rapprocher des syndicats d'énergie. Trop de projets, une fois qu'ils sont branchés. Et donc c'est un problème même là aussi d'intérêt général pour avoir un aménagement du territoire qui soit le plus cohérent possible. Ma question elle est simple, elle concerne tous les intervenants. Est-ce que vous pouvez juste reprendre un de vos exemples en rajoutant les mots euros par mégawattheure quelque part et avec un chiffre devant, s'il vous plaît? En termes de prix, des indicateurs financiers. Vous voulez répondre sur ce point-là? Alors, c'est un débat général. Je peux donner c'est pas parce que c'est. D'une part, ça peut être une information un peu confidentielle, bien entendu. L'autre point, c'est que avec des systèmes de stockage, quand on fait des services au réseau, et c'est ce que nous on fait aujourd'hui principalement, on ne vend pas des mégawattheures, on vend des mégawatts au début de la disponibilité de mégawatts sur le réseau. Donc en fait, on parle plutôt en général, on parle de LCOE pour l'éolien solaire. En stockage, on parle souvent de LCOS, parce qu'en fait, ça s'exprime aussi c'est en euros par mégawatt qu'on a rendu service au réseau. Donc c'est difficile de donner des euros par mégawattheure, donc c'est une réponse de Normand, pas de breton, mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est quelque part, ça dépend du service qu'on rend au réseau, ça dépend sur quel marché on se place. Si on fait de l'arbitrage, effectivement, ça sera plutôt par mégawattheure qu'on a restitué au réseau, qu'on a chargé au réseau. Si c'est du service, si c'est une fourniture industrielle, ça sera en fonction du besoin industriel. Donc je réponds pas à la question, mais je donne l'explication pourquoi. Alors, je vais quand même donner la parole à la maire et après, c'est d'avoir une dernière intervention. Avec de Pennec, donc de la Bretagne. Je vais juste revenir sur la notion d'intérêt général. C'est qu'on est bien obligé de statuer sur cette notion-là et que en concertation RTE complétera éventuellement. C'est que nous, on considère purement réglementaire que seuls les projets qui s'inscrivent dans le cadre d'un appel d'offres dédié, qui du coup ont vocation à sécuriser le système, seront considérés jusqu'à présent comme d'intérêt général. Sur un marché émergent, etc. Donc, comme souligné Noël, un service de l'État n'a peut-être pas tout compris. Je rigole. mais voilà, donc, notamment dans cette mémoire, l'homologue Elisabeth qui est avec moi partage notre position, mais on va statuer sur ce sujet et faire passer le message aux services instructeurs qui sont bien obligés de considérer la notion d'intérêt général. Oui,
mais en précisant, c'est des notions aussi de foncier que vous avez évoquées, en fait, l'organisation aussi des projets, mais c'est vrai que justifier de tant d'hectares artificialisés en fonction de là où c'est situé, et on justifie ça par l'intérêt général, aujourd'hui, au vu des échanges, vous avez bien vu, et RTE a nuancé, on ne peut pas considérer que tous les projets sont sur l'intérêt général s'ils ne répondent pas à une demande le besoin du réseau, c'est RTE. Chaque projet, chaque porteur de projet considère que son projet est d'intérêt général. Très bien. Les termes du débat sont posés, c'était aussi l'objectif de cette conférence. Je vais tout de suite demander à Amaury Mazon pour GRT Gaz, merci à tous les deux, d'intervenir pour avoir un autre angle de vue qu'on souhaitait aborder sur la question de la conversion et du stockage d'électricité. Et il faut quand même qu'on s'oblige à être sobre en temps, parce que je crois qu'il est déjà midi et demi. Et donc, du coup, si on veut tenir à peu près dans le temps, normalement, on s'arrêtait là. Et donc, peut-être 15 minutes de retard. Et pour essayer de viser moins l'écart. J'avais juste prévu de détailler chaque chiffre. Une diapo. Tu as juste une diapo, c'est ça? Deux, mais ça va aller. Pour le coup, ça va aller vite. Alors, pour être très honnête, quand Mathieu m'a posé la question de venir intervenir sur le Power to Gas, je me suis dit, est-ce que je dis oui? Et en même temps, je me suis souvenu de la lettre de soutien que nous avions fait à la candidature commune pour l'appel à projet réseau électrique intelligent, et on avait mis en avant le Power to Gas pour GRT Gaz, c'est difficile de se défausser. Ça pour dire que la façon dont on l'abordait il y a 10 ans et la façon dont on aborde les complémentarités avec le système électrique sont pas tout à fait les mêmes. Néanmoins, aujourd'hui, dans mon scénario à horizon 2030-2050, on intègre la méthanation, et donc le Power to Gas, dans nos scénarios. De façon très modeste en 2030, 1 TWh potentiel, et de façon plus significative à horizon 2050, avec 18 TWh. Je vous ai mis en comparaison la place de la méthanation 40, 36, 22, rien du tout, dans les différents scénarios de l'ADEME, et dans le scénario S4, le scénario continu comme, entre guillemets, comme avant, forcément il y a moins de LR dans le système, donc il y a moins besoin de méthanation. Je caricature un peu, et puis dans le scénario de Nicolas. Ce que je veux dire par là, c'est que, pour revenir à ce qui a été dit à plusieurs reprises, la place du Power to Gas, elle dépend du mix énergétique de 2050, du prix du gaz, du prix du CO2, du prix de l'hydrogène. Et donc tout ça, ce sont des variables importantes. On considère qu'il y a un potentiel de 50 TWh, et dans les scénarios prospectifs, on l'a intégré. Donc ça, c'est un premier élément. Aux horizons de court terme, on est plutôt sur des sujets émergents. Aujourd'hui, il y a des projets de Power to Gas, et c'est des démonstrateurs ou des pilotes. GRT Gaz, on a connu un à Fos-sur-Mer, à Jupiter 1000, donc je m'excuse à nouveau pour Saint-Nazaire, on n'a pas réussi à mettre. Il y a, pour ceux qui s'en souviennent, le projet Minerve, à l'école des Mines de Nantes, qui s'est fini, un petit projet de Power to Gas de test. Et puis, il y a le projet Grid à Dunkerque, par exemple. Il y a d'autres projets qui ont été développés. D'autres éléments sur Power to Gas, quand on parle de méthanation, on parle d'hydrogène produit à partir de l'électricité et de CO2. Un autre élément qui vient dans le sujet, c'est qu'aujourd'hui, du CO2 biogénique à partir de la méthanisation, on en a potentiellement beaucoup, qu'on peut capter, et ça pourrait amener à regarder le Power to Gas dans un angle différent. On ne parle pas du service au système électrique, on ne parle pas de l'hydrogène, mais on parle du CO2 biogénique, qu'on a la possibilité de capter à moindre coût. Donc ça, c'est un sujet un peu différent. Et pour le coup de mémoire, Anthony Leroy, pour le coup de GRDF, pourra compléter ou revenir. Et il y a eu un appel à projet de GRDF sur ce sujet couplage méthanation, méthanisation, qui est un autre sujet de démonstration aujourd'hui. Et donc, on essaie de balayer l'ensemble des sujets. Donc, je disais, tout ça dépend du stockage intersaisonnier. On a pris un autre rampe, et voilà, évidemment, je suis de l'autre côté. Voilà. On a participé à une étude commune. Alors, quand je dis on, c'est GRT Gaz, donc c'est les études à prospective, c'est la déléguée territoriale. Pour le coup, on dépasse de très loin mes compétences, mais on rejoint, je pense, de Baptiste, donc qui pourra corriger au besoin. Mais dans l'idée, on a regardé en fonction du développement des électrolyseurs et de l'hydrogène, finalement, l'impact des électrolyseurs sur le système électrique, les enjeux de flexibilité du système électrique, et en quoi la conversion des infrastructures gaz sur lesquelles on travaille, et notamment les capacités de stockage salin, pouvait rendre un service au système électrique.
On prend en compte un certain nombre de variables, y compris la part de l'hydrogène du méthane dans la production d'électricité de pointe en complément. Beaucoup d'éléments, je vous invite à regarder l'étude, mais simplement pour dire que dans un certain nombre de scénarios, il y a un vrai coût-bénéfice au système électrique si on réussit la conversion au coût qu'on imagine aujourd'hui du réseau hydrogène et des stockages. Voilà pour faire plus qu'un éclairage, plutôt un pas de côté sur ce sujet-là. On va le féliciter, hein, en concision, c'est le meilleur. Et un éclairage complémentaire, effectivement, on a parlé stockage tout à l'heure et les liens avec la mobilité électrique. Donc j'invite Hervé et voilà à me rejoindre pour EDF et la Ouest. Et écoutez, bonjour à toutes et tous, et merci effectivement à Smaïl d'avoir invité la VEP. Désolé pour la voix un peu caverneuse, mais j'ai quand même le rendez-vous. Alors, juste pour parler effectivement de la place de la mobilité, quelle place va occuper la mobilité dans le stockage, puisque en fait la mobilité électrique se développe. Je rappelle quelques chiffres, on est à peu près à 1,6 million, en fin d'année 2023, 1,6 million de véhicules électrifiés, 1 million de véhicules full électriques, et 600 000 de véhicules hybrides. C'est une bonne chose. Je vous rappelle quand même que le secteur des transports, c'est le premier secteur émetteur de CO2 en France et que si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, il est absolument nécessaire qu'on décarbone ce secteur. Et pour l'instant, c'est quand même un peu le mauvais élève de la classe. Évidemment, on va de pair le déploiement des bornes de recharge, mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas le sujet du jour, donc je n'y reviendrai pas. On est sur une prévision de véhicules électriques entre 5 et 7 millions à l'horizon 2030. Et alors, la bonne nouvelle, enfin la double bonne nouvelle, c'est que on n'a pas payé les batteries, puisqu'ils sont payés par l'usage de mobilité électrique, et on n'a pas non plus de consommation de foncier, puisque c'est déjà une base de stationnement. Ceci pour illustrer un petit Le stationnement, ça consomme du foncier. Le stationnement consomme un peu du foncier, on est d'accord. Mais en tout cas, il est déjà consommé en fait. La question, c'est de le réduire en fait, d'ailleurs avec une mobilité plus partagée, par rapport à des débats qu'on a pu avoir précédemment. Évidemment, à partir de ce moment-là, se pose une question essentielle. Est-ce qu'on aura assez d'énergie? Est-ce qu'on aura assez d'énergie pour alimenter l'ensemble de ces véhicules électriques? Alors, en fait, la vision que l'on a à l'AVER, c'est que, parallèlement au développement du véhicule électrique, on a naturellement le développement des ENR avec des prévisions de croissance très très fortes. Donc, suivant les scénarios, on estime que la consommation des véhicules électriques pourrait représenter 10 à 15% de la consommation d'électricité totale en 2050. C'est à la fois beaucoup et peu, ce qui représenterait 20 TWh pour 2030 et 85 TWh pour 2050. Juste pour avoir un ordre de grandeur, la consommation d'un véhicule électrique qui parcourt 15 000 km par an, c'est à peu près 2,5 MWh. C'est peu ou prou la consommation d'un ballon d'eau chaude électrique pour une famille de 4 personnes. Dans le même temps, effectivement, il y a des objectifs qui sont fixés par la PPE de développement très très fort des ENR, et on estime alors un potentiel qui pourrait atteindre 80 gigawatts. Alors c'est toujours compliqué quand on compare des gigawatts d'un côté qui est de la puissance et évidemment de l'énergie de l'autre. Donc si on prend un facteur de charge que j'estime à 30% à tout type de production d'énergie renouvelable, grosso modo, on pourrait compter entre 200 et 250, 300 TWh qui seraient là. Donc on voit que cette production de NR, que l'on aura d'ici là, elle est très largement supérieure à la consommation des véhicules électriques. Pour autant, le problème principal qui se pose, c'est évidemment la puissance, c'est-à-dire à quel moment on va charger ces véhicules électriques et en quoi on va pouvoir les charger à des moments qui sont opportuns, c'est-à-dire des moments où on a cette production énergie. Parce que si on ne couple pas les deux, ben voilà, on a tout faux. Et donc, on a l'habitude de dire à l'inverse qu'effectivement, la mobilité électrique et le développement des ENR, c'est quand même toujours d'un même corps. Il faut qu'on arrive à les faire avancer de façon concomitante et coordonnée pour arriver à nos âmes. Voilà. À partir de ce moment-là, on se pose évidemment la question des services qui vont pouvoir rendre au système électrique la mobilité électrique. Alors, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, on décarbone les transports avec de la mobilité électrique. Mais en fait, quand on est un énergéticien aussi, eh ben, on va, avec ces batteries, finalement à coût nul, on va rendre des services au système électrique qui vont nous permettre de mieux insérer les ENR. D'où l'intérêt finalement que portent les énergéticiens. Et donc, aussi les constructeurs automobiles qui voient leur marché érodé et donc qui voient un champ de développement dans l'énergie. Et c'est bien là le sujet. Et c'est là où on a des débats toujours assez intéressants au sein de la BEC.
Là, je vais passer très rapidement, simplement parce que c'est des futurs RTE et donc il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi dans la salle, mais simplement pour mettre en avant qu'effectivement, dans les logiques de flexibilité, le RTE a intégré une part significative liée à la flexibilité, liée à la mobilité électrique, avec des scénarios qui sont prudents et hauts, et avec les différents types de services que l'on peut rendre, du plus simple au plus sophistiqué, et ça, je vais y revenir rapidement. Mais en tout cas, le message numéro 1, c'est que si on veut réussir l'arrivée des véhicules électriques, il faut absolument que ces véhicules électriques, la charte de ces véhicules électriques, soit pilotée des solutions les plus simples aux plus complexes. Alors, ce que je vais vous dire est issu d'un livre, et c'était tout le défi que m'a lancé Mathieu, c'est de vous résumer le livre blanc de la mer qui est Véhicule to Everything, qui a été mis à jour en novembre 2023, donc il fait 75 pages. Donc vous avez le lien, évidemment, je ne vais aborder qu'un petit moment, parce que sinon je pense qu'on va largement laisser passer l'heure du déjeuner. On sera parti. Voilà. Bon non, c'est tellement captivant. Je rappelle les différents services de mobilité, services système que peut avoir un véhicule électrique. D'abord le pilotage de recharge, le pilotage statique. Grosso modo, qu'est-ce que c'est le pilotage statique? C'est la même chose que le ballon d'eau chaude électrique, c'est-à-dire un signal par creuse. On démarre la charge des véhicules électriques le soir à domicile après 22 heures. Aujourd'hui, le potentiel que l'on a avec le ballon d'eau chaude, c'est 2 gigawatts. 2 gigawatts, c'est 2 troncs de centrales nucléaires. On va pouvoir voir qu'on va pouvoir avoir un potentiel supplémentaire. Le pilotage dynamique, on l'a vu, c'est introduire un signal tarifaire qui soit différent, puisque avec l'arrivée des ENR, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, à certains moments de la journée, à certaines heures, on peut même avoir des prix négatifs de l'électricité, parce qu'il n'y a pas assez de consommation, parce qu'on a notamment beaucoup d'éoliens allemands. Et donc on voit que si on est capable, et c'est là tout l'intérêt, avec le véhicule électrique, d'adapter la consommation à la production. Alors qu'un système électrique, initialement, il a été conçu pour adapter la production à la consommation, et là on a toute une révolution. Et évidemment, cette révolution est aujourd'hui possible parce qu'on est un monde d'objets connectés. Et c'est là où on peut faire des choses beaucoup plus sophistiquées que le signal à un creuseur plein, en envoyant au fil de la journée des signaux qui vont permettre de déclencher la charge. Évidemment, on peut aller plus loin et on peut aller effectivement vers de la charge bidirectionnelle. Alors d'abord, non pas de réinjecter l'énergie sur le réseau, mais de réinjecter l'énergie déjà dans le bâtiment, que ce soit dans le domicile, que ce soit dans les bureaux. Et ça, c'est une première étape qui est assez intéressante à franchir, parce que ça veut dire qu'on a quand même un effacement du bâtiment par rapport au réseau, et donc dans des moments de tension, ça peut être intéressant. Et puis la brique ultime, c'est évidemment de pouvoir réinjecter l'énergie de la batterie directement sur le réseau pour rendre des services systémiques. À noter quand même que le véhicule to home ou le véhicule to building, pour un marché de l'automobile qui est un marché mondial, et ça a été évoqué tout à l'heure, il y a des tas d'endroits dans le monde où on a des réseaux électriques qui n'ont pas la qualité de ce qu'on connaît ici en France, en Europe. Et ça a une vraie valeur, dans certains endroits, de pouvoir alimenter sa maison le soir avec l'énergie de son véhicule. En Bretagne, exceptionnellement, quand on a tempête, le temps d'attendre, on est parfois nombreux à faire peu plus courant que le réseau revienne. Et ce qui va faire le sujet pour les constructeurs automobiles, c'est bien la qualité des réseaux dans le monde. Et c'est pour ça aussi que c'est une démarche qui dépasse largement notre propre cadre. Je vais assez vite. Ça, j'ai envie de passer, c'est assez classique, je pense que vous avez compris. On déplace les consommations des heures pleines aux heures creuses, on réinjecte à des moments, donc je vais passer sur cette diapo pour aller à la diapo suivante et m'arrêter 2 minutes sur cette diapo qui est aussi de ce livre blanc, et simplement pour comparer finalement la flexibilité de stockage du ballon d'eau chaude et du véhicule électrique. Alors vous avez effectivement la puissance, donc un ballon d'eau chaude est plutôt autour de 2 kW, un véhicule électrique, ce qui va accorder une bande de recharge, on est sur 7 kW, donc on voit qu'on a une capacité de puissance qui est plutôt 3 fois supérieure. Et ensuite, on a une question de stockage, que le ballon d'eau chaude, normalement, si vous l'avez, on se lave tous les jours, et donc on a des consommations journalières. Avec les véhicules électriques, qui vont avoir des batteries aujourd'hui de 50 à 70 kWh, alors que la moyenne que parcourt un véhicule aujourd'hui, c'est 27 km/h, on a pratiquement une semaine, enfin dans un certain nombre de cas, on a plus d'une semaine d'autonomie du véhicule. Et donc on voit que la batterie électrique, comparée au ballon d'eau chaude, c'est à la fois une puissance supérieure et une possibilité de jouer sur des flexibilités du stockage qui soient plus qu'un journalier, probablement on peut aller jusqu'à la semaine. Après, évidemment, ça dépend des cas de figure, etc. Évidemment, l'inconvénient de ce stockage par rapport aux autres stockages qu'on a vécu, c'est que c'est des stockages extrêmement diffus et que donc on a une question d'agrégation d'un ensemble de petites choses pour arriver à quelque chose de significatif.
comparé à d'autres éléments de stockage qu'on a pu voir précédemment. Alors, où est-ce qu'on en est? En fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment, et d'ailleurs ça évolue au niveau de l'aide qu'on peut apporter à l'installation de bornes de recharge. Donc des aides qu'on peut apporter aujourd'hui, le crédit d'impôt est bien lié au fait de mettre une borne de charge qui soit pilotable pour récupérer les signaux. Mais pour aller plus loin vers le véhicule 2X et la possibilité de réinjecter sur le réseau, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, parce que c'est un travail c'est un sujet que je travaille depuis 6 ans, et SOAL, quoi. En fait, ça fait vraiment qu'on en parle, et on n'est pas passé à l'acte. On n'est pas passé à l'acte aujourd'hui de façon significative parce qu'on n'avait pas les véhicules avec de la charge bidirectionnelle, ou plus exactement, on n'avait que des véhicules au standard de recharge japonais, et c'était extrêmement limité. Force est de constater que tout le travail qui a été fait par les acteurs fait qu'aujourd'hui les véhicules arrivent. La meilleure preuve, c'est effectivement, je vous ai mis cette photo de Renault, je peux appeler par Renault, et c'est R5 électrique qui est un véhicule populaire, et pour lequel Renault a annoncé qu'il aurait une borne bidirectionnelle fabriquée par un industriel qu'on connaît bien, en tout cas en région des bornes ici en Bretagne, qui est la Croix. Et donc on sent bien que même le groupe Volkswagen prévoit aussi l'arrivée de la bidirectionnalité sur ces modèles de 2025. Donc on va quand même pouvoir passer à une phase un peu plus active. Et l'autre exemple que je voulais mettre, c'est celui de Drift, qui est une filiale d'EDF, qui est aujourd'hui déjà certifiée par RTE pour rendre un certain nombre de services système. Évidemment, pour terminer mon exposé, ce qui s'applique aux véhicules électriques individuels s'applique aussi, et ça a été évoqué ce matin, à des véhicules électriques plus lourds, mais je pense effectivement aux bus. Une batterie de bus, c'est à peu près 5 fois la taille de batterie de véhicules électriques. Alors le bus est beaucoup plus utilisé que le véhicule individuel. C'est-à-dire que 90% du temps, votre véhicule individuel il stationne. Évidemment, les bus ont une rentabilité qu'il faut qu'ils soient plus d'usage. Mais il y a aujourd'hui des dépôts. Il y en a un qui est un dépôt de la RATP en Ile-de-France, qui est aujourd'hui piloté justement de façon à essayer de maximiser pour l'intérêt de la RATP diminuer la facture et utiliser au maximum les énergies renouvelables. Voilà pour ce que peut porter le véhicule électrique en matière de stockage. J'espère avoir été un peu pour cette intervention, effectivement, qui ouvre des perspectives. Donc, on espère bientôt des projets de smart charging et de pilotage de véhicules to grid homologués SMILE. Je vais laisser tout de suite la parole à André et Philippe Henry pour la conclusion de cette assemblée générale. Écoutez, je pense que pour nous, le contrat est rempli. Cette AG, on le disait tout à l'heure, on souhaitait qu'elle soit, d'abord que vous soyez nombreux, c'est réussi, que vous fassiez la démonstration que l'association vivait bien, je pense que c'est réussi, et que quand même, dans la dernière partie, on sait qu'il y a un débat, donc l'association, elle peut être aussi là pour animer le débat sur un certain nombre de sujets. Et donc moi, je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont bien voulu aussi pitcher tout à l'heure. Alors, certains, c'était un peu plus que le pitch, mais bon, voilà, on fera mieux la prochaine fois. Mais en tout cas, que vous puissiez les uns et les autres avoir un panorama sur une thématique. Alors là, quand on dit stockage, on voit bien que ça adresse plein de sujets finalement. Mais c'est tout le sens de l'association aussi, c'est qu'elle est à travers finalement les tuyaux ou les câbles à la croisée de beaucoup de chemins. De ce point de vue-là, finalement, on est convaincus qu'elle a un bel avenir. Et on vous remercie de votre participation et de votre fidélité à l'association. Et encore un grand merci aux organisateurs et à Mathieu pour avoir mené vraiment, je dirais, excellemment cette organisation de cette AG et sa tenue. Merci beaucoup, Mathieu. Comme on l'a évoqué, sur le sujet, on en mène toujours un autre. On l'a évoqué du ZAN tout à l'heure. J'évoquais effectivement la question foncière qui aujourd'hui va peser beaucoup sur les choix des collectivités et donc dans les choix notamment industriels, savoir quel type d'activité économique on souhaite emporter sur ce qui nous restera aujourd'hui à ménager demain. C'est ce qu'a évoqué André tout à l'heure. Et je sais qu'on invitera aussi, quand on parle de stockage de batteries, de réversibilité, etc., dans l'habitat ou dans les bâtiments, on invitera les assureurs bientôt, parce que je pense qu'eux aussi seront nécessaires aujourd'hui à acculturer de ces questions-là, parce qu'eux nous posent aussi beaucoup de questions et beaucoup de problèmes, surtout sur les questions effectivement d'assurantiel, sur la partie bâtiment, etc. Donc on essaiera d'élargir le cercle pour qu'on puisse aussi acculturer d'autres personnes dans d'autres métiers qui méritent aujourd'hui de monter en compétence ou en sécurité sur ces sujets.
Merci Philippe. On sera pas plus long. Restez, il y a un lunch qui vous attend.